À Seiju, dans la ville de Setagaya, métropole de Tokyo, se dresse un somptueux manoir où vivent 7 magnifiques frères et sœurs, leurs domestiques veillant à tous leurs besoins. À table, Erada et Shion discutent de questions de cœur. Erada a du mal à inviter une fille qu'il aime, tandis que Shion ne comprend pas le problème. Issu d'une famille riche et influente, Shion pense qu'Erada ne devrait avoir aucune difficulté à attirer la fille qu'il désire. Leur conversation est vite interrompue par l'arrivée du reste de la fratrie. Luka est la première à se plaindre, visiblement agacée par un sujet si morose dès le matin. Buka les accuse de parler de manière inappropriée de la petite amie de Shion, mais Shion détourne rapidement la conversation en taquinant Oka sur sa silhouette qui se développe. Embarrassée et irritée, Buka appelle son chien Velzakil sur Erada, le laissant subir la punition. Les autres sœurs observent avec amusement, accusant Erada en plaisantant d'être un pervers même envers elle. Erada tente de se défendre, mais Seiya évoque un mystérieux incident impliquant Kotono, rendant les choses encore plus gênantes. Kotono reste silencieuse, bien qu'une expression mal à l'aise traverse son visage. Banri intervient alors pour réprimander légèrement Erada. Luka rejette la faute sur Banri, disant que c'est sa faute de trop gâter Erada. Banri hausse les épaules avec désinvolture, faisant remarquer que son comportement vient probablement du fait d'être constamment entouré de belles filles, en parlant d'elle-même, bien sûr. Seiha est en désaccord total, soulignant que l'inceste n'est ni normal ni socialement acceptable. Minami essaie d'adoucir l'ambiance, disant qu'elle croit qu'Erada est une bonne personne. Encouragée, Erada s'approche pour un câlin reconnaissant, mais Minami le frappe rapidement, attribuant sa réaction au jeu de combat auquel elle jouait récemment. La fratrie taquine ensuite Erada, affirmant qu'il gâche ses bons gènes à cause de sa terrible personnalité. Malgré cela, ils rappellent à leur frère la sortie qu'ils avaient de tous convenue pour samedi. Kotono semble légèrement inquiète qu'Erada ne puisse pas venir, mais il la rassure en disant qu'il sera là. Plus tard, à la gare, en chemin vers l'école, des élèves aperçoivent les 5 sœurs qui discutent ensemble. Leur beauté ne passe pas inaperçue, des rumeurs disent que chaque sœur a même son propre fan club. Les 2 frères qui se tiennent à proximité attirent également l'attention. Les filles s'évanouissent devant leur apparence tandis que les garçons envient la carrure musclée d'Erada. À l'école, Erada et Shion font un rapide détour par les toilettes. Là, Erada confie que c'est étrange quand les gens disent ouvertement qu'ils envient la façon dont la fratrie vit ensemble. Selon lui, les étrangers n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment de vivre avec 5 sœurs, tout et tout le monde est partial en leur faveur. Le plus souvent, lui et Shion finissent par perdre chaque dispute. Shion réfléchit souvent à la façon dont les gens extérieurs à leur famille ont une idée complètement faussée de ce que c'est de vivre avec 5 belles sœurs. Pour les étrangers, cela doit ressembler à un rêve, presque comme vivre dans un harem réel. Il sait que c'est loin de la vérité, mais il ne peut nier que chacune de ses sœurs possède des qualités qui les rendent immensément populaires. Banri, l'aînée à 18 ans, est une étudiante modèle inscrite dans une université prestigieuse. Seiya, la deuxième aînée, est connue pour sa brillance et son calme. Buka se distingue par son esprit énergique et compétitif. Minami, la 4e sœur, est largement considérée comme une prodige. Et puis il y a Kotono, la plus silencieuse de la fratrie. Pour Erada, cependant, ses soi-disant charmes n'ont rien de spécial. Ce ne sont que ses sœurs, il ne les a jamais vues comme les autres. Mais malgré son indifférence, Shion s'empresse de lui rappeler le récent incident avec Kotono, un souvenir qui persiste dans l'esprit d'Erada. Kotono lui avait avoué ses sentiments, et bien qu'Erada l'ait immédiatement rejeté, invoquant leur relation fraternelle, ce moment avait laissé une marque sur eux deux. Perdu dans ses pensées, Erada aperçoit une silhouette familière passant devant la fenêtre. C'est la fille qu'il aime, sa présence détourne instantanément son attention. Shion, remarquant le changement dans son comportement, semble se souvenir d'une autre tentative ratée d'Erada pour avouer ses sentiments, ce qui approfondit sa frustration. Plus tard ce soir-là, Erada est allongée dans son lit, faisant défiler la page des réseaux sociaux de la fille. Son pouce plane au-dessus du bouton « Ajouter un ami ». La peur du rejet et les remarques antérieures de Shion pèsent lourdement sur lui, et finalement, il décide de ne pas envoyer la demande. Buka interrompt ses pensées, faisant irruption dans sa chambre pour emprunter ses notes. En feuilletant son carnet, elle exprime une réelle surprise devant la netteté et l'organisation de son écriture. Erada, cependant, est distrait par sa tenue, plus révélatrice que d'habitude, et ne peut s'empêcher de le remarquer. Luka le prend à la légère car les deux ont partagé un lien étroit depuis l'enfance, surtout en tant que jumeaux. Pendant leur interaction, Luka se souvient soudain du béguin d'Erada. Sa curiosité piquée, elle le presse jusqu'à ce qu'il admette finalement, bien que réticent, qu'il a des sentiments pour Rara du conseil des élèves. Excité par la révélation, Luka sort son téléphone, prête à jouer les entremetteuses. Avant qu'elle ne puisse agir, Erada l'arrête, insistant pour gérer ça lui-même. Offensé par son refus d'aide, Luka quitte sa chambre en soufflant, lui lançant quelques remarques sarcastiques en claquant la porte derrière elle. Ailleurs dans la maison, Kotono est sur son lit, tenant une photo de famille. Son regard s'attarde sur l'image d'Erada, son expression indéchiffrable. Un après-midi tranquille, alors que l'école se termine, Erada marche seule, plongée dans ses pensées, se demandant ce qu'aurait été sa vie s'il n'avait pas fait partie de la famille Shionji. S'il avait été le fils de quelqu'un d'autre, peut-être que les choses auraient été plus simples, moins chaotiques, moins compliquées émotionnellement. Alors qu'il avance sur son chemin habituel vers la maison, il aperçoit Rara, la fille qu'il aime secrètement, courant vers un autre garçon.
Elle sourit vivement, son expression rayonnante d'excitation. La vue pique plus que prévu. À ce moment-là, Erada réalise qu'il a probablement manqué sa chance. À la maison, il est assis dans sa chambre, déjà habillé avec soin pour la soirée. C'est l'anniversaire de Kotono et la famille organise une célébration tranquille. Alors que l'horloge approche de 19h, Erada attend avant de décider qu'il est sûr de quitter la solitude de sa chambre. En entrant dans le couloir, il est immédiatement accueilli par Oka qui est magnifique dans sa robe. Alors qu'il entre dans la salle à manger avec les autres, les pensées d'Erada restent confuses. Il se fixe sur le destin, comment il semble figé, inéluctable. Peu importe ses efforts, les choses ne changent tout simplement pas. Le silence est rompu quand Oka commence soudainement à gronder Minami pour avoir perdu l'un de ses AirPods. Minami ignore la critique et promet de le retrouver demain. Mais Oka s'est déjà lancé dans une diatribe complète sur la responsabilité et sur le fait que Minami se concentre trop sur le sport. Le ton monte rapidement et la tension remplit la pièce. Agacé, Erada élève la voix, les réprimandant tous les deux. Il rappelle à tous qu'ils sont une famille et ne devraient tôt pas perdre de temps en disputes futiles. Seiya intervient pour le soutenir, exhortant tout le monde à se calmer, d'autant plus que leur père doit arriver d'une minute à l'autre. Presque sur commande, Kaname entre dans la pièce, son habituelle bonne humeur intacte. Il salue chaleureusement ses enfants et prend place au bout de la table. Alors que tout le monde s'installe, Banri lève son verre, sur le point de porter un toast pour l'anniversaire de Kotono, jusqu'à ce que leur père l'interrompe. Kaname demande l'attention de tous et révèle quelque chose qui ébranle les fondements même de leur vie. Aucun d'entre eux, dit-il, n'est biologiquement lié, à l'exception de Shion et Minami, qui sont de vrais jumeaux. La pièce devient silencieuse. Erada et Oka se regardent, la confusion et l'incrédulité gravées sur leur visage. Pendant des années, ils avaient cru être jumeaux, proches en âge, élevés comme une paire. Kaname explique que lui et sa femme, Chihiro, avaient toujours prévu de dire la vérité une fois que Kotono aurait eu 15 ans. Il s'excuse pour le secret et promet de ne plus jamais leur mentir. Il encourage tout le monde à profiter du dîner comme prévu, comme si la révélation n'avait pas brisé leur réalité. Alors que les amuse-gueules arrivent, la fratrie reste assise dans un silence stupéfait. Chacun digère la nouvelle différemment. Après le repas, la fratrie se regroupe dans le salon autour d'un thé. Les frères et sœurs sont étonnés que Minami ait réussi à manger normalement, alors que le reste d'entre eux peinait même à apprécier le repas. Luka exprime son irritation quant au moment de l'annonce de leur père, la qualifiant d'inappropriée. Seiya soutient le contraire, disant que la retarder davantage ne ferait qu'empirer les choses. Minami essaie d'alléger l'ambiance, encourageant Oka à se détendre en plaisantant. Seiya se tourne ensuite vers Banri, espérant qu'elle se souvienne de quelque chose de l'époque où Kotono a rejoint la famille. Comme Banri avait 4 ans à l'époque, elle a les meilleures chances de se souvenir des premiers souvenirs. Mais Banri nie nerveusement savoir quoi que ce soit, rendant la fratrie méfiante. Voyant que tout le monde est déçu par son silence, Banri prend enfin la parole. Elle explique que même si elle avait remarqué quelque chose d'étrange à l'époque, cela n'a plus d'importance. Maintenant, ils ont passé toute leur vie à grandir ensemble, à rire, à se disputer, à partager des souvenirs. Il lui est donc impossible de voir l'un d'eux autrement que comme des frères et sœurs. La famille n'est pas toujours définie par le sang, dit-elle. Presque tout le monde semble satisfait de sa réponse et ils acceptent tranquillement d'en rester là pour la nuit. Alors que la fratrie se retire dans ses chambres, Buka remarque Erada qui s'attarde dans la salle de repos fixant le vide avec un air troublé. Finalement, Erada retourne dans sa chambre et s'allonge sur son lit, mais ses pensées restent agitées. La révélation tourne toujours en boucle dans sa tête. Les mots de Banri résonnent. Rien ne change, ils sont toujours une famille. Il est d'accord, c'est la seule façon d'éviter que tout ne s'effondre. Pourtant, il se souvient de Rara de l'avoir vue avec un autre garçon plus tôt. La piqûre du regret et du rejet lui donne envie d'oublier complètement cette journée. Espérant se vider l'esprit, il décide qu'un bain pourrait aider. Alors qu'Erada entre dans la salle de bain, il remarque un soutien-gorge dans le panier à linge. Il soupire de frustration, se demandant si sa vie commence à ressembler à un étrange anime de harem. Chassant cette pensée de son esprit, il se dirige vers la zone de bain pour se figer. Kotono était déjà dans la baignoire. Stupéfait, il se retourne rapidement et commence à partir, seulement pour entendre Kotono l'appeler doucement. Elle lui demande de l'aider à lui laver le dos, son ton calme et innocent. Entièrement habillé, Erada s'agenouille à côté de la baignoire et lui frotte doucement le dos, tout en la réprimandant silencieusement de toujours avoir besoin de ce genre d'aide. Kotono sourit simplement et admet qu'elle trouve du réconfort à sentir sa force. Cela lui rappelle à quel point elle se sent en sécurité quand il est là. Une fois terminé, Erada lui rappelle brièvement les bonnes manières de se baigner et comment elle doit bien se réchauffer. Quand il entend Kotono être d'accord avec lui, il se tourne pour quitter la salle de bain. Ailleurs dans la maison, Buka est assise seule dans la salle à manger, sirotant du thé en silence. Shion la trouve bientôt et la rejoint, sentant son humeur. Elle admet qu'elle se sent mal. Aujourd'hui aurait dû être une célébration pour Kotono, pourtant elle a été éclipsée par quelque chose de si lourd. Elle avoue aussi son inquiétude pour Erada, d'autant plus qu'ils ont été élevés comme des jumeaux. Cette identité partagée, ce lien semble fragile maintenant. Shion la rassure, Erada peut sembler ébranlée, mais il est confiant que leur frère continuera comme il l'a toujours fait. Consciencieux, protecteur et fiable. Shion admet qu'il est quelque peu soulagé que lui et Minami soient toujours de vrais frères et sœurs, de vrais jumeaux, mais ensuite, une pensée plus sombre lui traverse l'esprit. Il se demande ce qui se passera si cette information atteint le public. Comment cela affectera-t-il la réputation de leur famille et leur image publique ?
Il se demande aussi si cela ouvre la porte au mariage entre frères et sœurs. De retour dans la salle de bain, juste au moment où Erada s'apprête à sortir, Kotono le surprend se précipitant par derrière et l'enlaçant dans une étreinte silencieuse et intime. Erada est figée sous le choc alors que Kotono se lève soudainement et l'enlace par derrière. Pendant ce temps, dans la salle à manger, Oka est déconcertée. L'idée de relations amoureuses entre frères et sœurs, réelles ou non, lui semble absurde. Elle a du mal à croire que quelqu'un de leur famille puisse envisager une telle chose. Pourtant, Oka ne peut se défaire du souvenir des récents regards d'Erada. La façon dont ses yeux semblent s'attarder un peu plus longtemps sur ses sœurs qu'avant. Ses pensées s'emballent davantage, elle se souvient soudain de l'incident entre Erada et Kotono. Celui dont elle a été témoin où Erada avait épinglé Kotono au sol. Elle n'a jamais connu toute l'histoire, seulement ce à quoi cela ressemblait au premier coup d'œil. Maintenant, curieuse, elle presse Shion de lui dire la vérité. Shion hésite, clairement incertain si c'est la bonne chose à partager. Mais voyant l'expression sérieuse d'Oka, il cède finalement. Il lui dit que Kotono avait avoué ses sentiments à Erada ce jour-là. La scène dont Oka a été témoin s'est produite parce que Kotono s'était précipité pour l'embrasser et Erada, pris au dépourvu, avait essayé de l'arrêter. Ils avaient fini par tomber au sol. Buka se frotte les tempes, incrédule. Cela semble ridicule, mais elle connaît assez bien Kotono pour le croire. Kotono a toujours été imprévisible et émotionnellement intense. Ce genre de comportement impulsif lui correspond. Pourtant, cela inquiète à la fois Oka et Shion. Maintenant que Kotono sait qu'ils ne sont pas liés par le sang, il est possible qu'elle cherche à avoir une relation avec Erada. De retour dans la salle de bain, Kotono serre Erada plus fort et essaie de se confesser à nouveau. Sa voix tremble alors qu'elle explique ses sentiments. Elle ne comprend pas pourquoi il continue de la rejeter. S'ils ne sont pas vraiment liés, alors il ne devrait plus y avoir de problème. Elle craint que les autres ne la voient comme étrange ou mauvaise, mais son amour pour Erada est trop accablant pour être ignoré. Émue par la sincérité de sa voix, Erada se retourne doucement pour lui faire face. Il la rassure en lui disant qu'elle n'est pas une mauvaise personne, mais suggère qu'elle pourrait confondre ses émotions, surtout à son âge. La puberté peut transformer les sentiments en quelque chose qu'ils ne sont pas. Il lui rappelle que même s'ils ne sont pas frères et sœurs de sang, ils ont été élevés comme une famille, et il considère que c'est sa responsabilité de la protéger, pas de lui rendre ses sentiments. Il promet d'être là pour elle jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un à aimer et à épouser, finalement. Le cœur brisé par un autre rejet, Kotono hoche la tête et retourne tranquillement dans la baignoire. Erada lui souhaite un doux joyeux anniversaire avant de sortir. Alors qu'il essaie de se faufiler dans sa chambre, ignorant qu'une de ses sœurs était à proximité, Banri entre alors dans le bureau de son père, prête à le confronter au sujet de leur famille. Erada se dirige vers sa chambre et pousse un soupir de soulagement. Il se demande ce qui a poussé Kotono à se confesser à nouveau. Le timing ne peut pas être une coïncidence. Sûrement la nouvelle de leur adoption lui a donné la confiance nécessaire pour agir selon ses sentiments. Alors qu'il ouvre sa porte, il trouve Seiya déjà assise sur son lit, l'air peu impressionné. Elle lui demande où il était et il ment avec désinvolture, disant qu'il est juste allé se promener dans le domaine. Mais Seiya n'y croit pas. Au lieu d'insister sur le sujet, elle fait un commentaire sur sa chambre, la plus petite de la fratrie. Mais ce soir, dit-elle, elle semble étrangement spacieuse. Ils se souviennent tous deux comment ils jouaient autrefois à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui aurait quelle chambre. Luca avait dominé chaque tour et revendiqué le plus grand espace, tandis que lui était arrivé en dernière position, le plaçant dans sa chambre actuelle. Erada observe Seiya attentivement, attendant qu'elle explique sa présence dans sa chambre, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle explore son espace avec désinvolture. Sans aucun avertissement, elle le pousse en arrière sur son lit et grimpe sur lui. Son corps se tend immédiatement, ses pensées s'emballent alors qu'elle presse doucement son oreille contre sa poitrine. Son esprit s'emballe. La possibilité que Seiya agisse sur quelque chose de plus profond comme Kotono l'avait fait est troublante. Depuis la révélation de leur père, plus rien ne semble certain. Mais ensuite, elle s'éloigne. Il n'y a aucune flirtation dans son expression, seulement quelque chose proche de l'intérêt scientifique. Elle semble soulagée, comme si elle avait testé quelque chose et trouvé le résultat dans des limites acceptables. Seiya révèle qu'elle a entendu et vu Kotono et Erada dans la salle de bain plus tôt. Erada la repousse comiquement, toujours submergée par l'absurdité de tout. Seiya, cependant, reste calme. Elle semble raisonner sur les dynamiques maintenant que la vérité sur leurs liens familiaux a changé. Pour elle, la confusion émotionnelle des autres, surtout de Kotono, semble. Ce qui aurait été impossible autrefois est maintenant du domaine du possible. Elle explique avec désinvolture comment les normes sociétales et légales sont structurées, non pas autour de la perception sociale, mais des préoccupations biologiques. Selon elle, la barrière qui existait autrefois a disparu, et il serait hypocrite de prétendre le contraire. Elle semble tester Erada, observant attentivement sa réaction, mesurant ses limites. Bien qu'elle le rassure en lui disant qu'elle n'a aucun intérêt romantique pour lui, elle ne peut pas en dire autant de ses sœurs et reconnaît la possibilité qu'elle finisse par s'intéresser à lui. Puis elle se lève et se dirige vers la porte. Ses mouvements sont délibérés. Avant de partir, elle lui rappelle leur rôle en tant que frères et sœurs. Elle est plus âgée que lui, elle veut être appelée avec respect ou qu'on lui donne un surnom plus mignon que de simplement l'appeler par son prénom. Alors que la porte se ferme, Erada s'effondre sur son lit, submergée et incapable d'organiser ses pensées.
tout est trop bruyant dans sa tête. La révélation, les actions de Kotono, la logique émotionnelle étrange de Seiya, c'est trop. Devant sa chambre, Seiya s'arrête. Elle regarde sa paume, légèrement serrée comme pour se rassurer que tout ce qu'elle ressent est naturel. Elle reste là un instant avant que Minami ne la remarque. Seiya se retire silencieusement dans sa propre chambre. Le matin arrive. Erada n'a pas dormi une minute. Le poids des révélations d'hier persiste dans son corps. Il se prépare pour l'école et entre finalement dans le couloir. Là, il s'arrête net. Bandry désigne fièrement sa tenue, excitée par son stage et son nouvel uniforme. Elle révèle qu'elle a donné son rechange à Kotono pour qu'elle l'essaie et est curieuse de savoir ce qu'il en pense. Erada esquive la question de Bandry avec une réponse vague, espérant éviter toute explication gênante. Bandry suppose que sa réaction est un signe de désapprobation. Son expression s'assombrit, elle s'accroche à Kotono, cherchant du réconfort dans les bras de sa jeune sœur. Erada la regarde et tente de la rassurer en lui disant que son nouvel uniforme est joli, mais lui rappelle aussi l'heure, la journée d'école est sur le point de commencer. Juste comme ça, elle commence à tirer sur l'uniforme d'infirmière que Kotono porte, essayant de l'aider à se changer rapidement. La fratrie lycéenne marche ensemble vers l'école, les filles formant naturellement leur petit groupe devant, tandis qu'Erada et Shion traînent derrière. Alors qu'ils passent devant des groupes d'élèves, quelques garçons à proximité murmurent avec une admiration évidente, leurs yeux suivant les filles. Son regard s'attarde un instant sur le groupe devant. Malgré tout ce qui s'est passé, les filles semblent imperturbables, leur énergie et leur confiance habituelle intactes. Shion semble y réfléchir, se demandant silencieusement ce qui se passerait si le secret de leur famille devenait public. Erada, cependant, lui dit rapidement de baisser la voix, ne voulant clairement pas que des rumeurs commencent. La journée se déroule sans aucune perturbation, les cours se passent que bien, personne ne mentionne l'annonce de la nuit précédente. Pourtant, quand Erada se penche pour récupérer ses chaussures, une lourdeur s'installe à nouveau sur lui. Malgré son calme apparent, le poids émotionnel refuse de se dissiper. Kotono avait fait connaître ses sentiments et Seiya avait montré une vulnérabilité inhabituelle. Il doit y avoir quelque chose qui bouillonne sous la surface. Minami apparaît à côté de lui, apparemment libéré pour la journée en raison de l'annulation des activités du club. Il la regarde un instant. Parmi tous, Minami semble la moins affectée. Toujours plein d'énergie, toujours de bonne humeur, Arata se contente de secouer la tête et poursuit son chemin vers la sortie de l'école. Minami marche à ses côtés, la conversation légère, tandis qu'il lui adresse de vagues compliments sur ses prouesses sportives. À peine sorti du bâtiment, ils se retrouvent soudainement encerclés. Un groupe de jeunes filles se précipite vers eux, mais leur attention est entièrement et uniquement focalisée sur Minami. Elles s'agglutinent autour d'elle, lui demandant avec ferveur des photos, complimentant son allure et vibrant d'admiration. Arata se tient juste en dehors du cercle, complètement ignoré. Une fois le groupe dispersé, il réalise enfin la situation. Il comprend alors à quel point Minami est devenue incroyablement populaire. Elle lui explique qu'une photo d'elle, vêtue d'un uniforme scolaire masculin, est récemment devenue virale, lui créant une sorte de communauté de fans dévoués. Arata ne peut s'empêcher de se sentir un peu morose. Il se demande comment Minami parvient à attirer autant d'attention sans même faire d'efforts, alors que lui, il peine tant à capter le regard de celle qu'il aime. Il écarte cette pensée et change de sujet, lui demandant quels sont ses projets maintenant qu'elle est libre pour le reste de l'après-midi. Minami finit par avouer, avec un rire un peu nerveux, que la raison pour laquelle elle n'a pas eu d'activité de club aujourd'hui est qu'elle a malheureusement échoué à son récent examen d'aptitude. En conséquence, l'école l'a placée en période de probation académique, l'obligeant à ne plus participer au club tant que ses résultats scolaires ne se seront pas améliorés. Malgré son apparence habituellement joyeuse, il est évident que cette nouvelle pèse énormément sur elle. Voyant à quel point elle est déçue, Arata lui propose de lui donner des cours de soutien pour le reste de l'après-midi. Au lieu de rentrer directement chez eux, ils font un petit détour par un karaoké tout proche et y louent une salle privée. La cabine offre un sentiment de liberté et d'isolement, un lieu idéal pour se concentrer sans trop de distractions. Du moins, c'est ce qui était prévu. Il commence en force, faisant réviser Minami à toute vitesse à travers les fiches de révision et les questionnaires. Cependant, son attention s'égare très vite, surtout lorsque le carnet de chansons du karaoké attire son regard. Après un certain temps, il l'interroge sur les notions qu'ils viennent de revoir. À sa grande surprise et à sa frustration, elle parvient à donner une mauvaise réponse à presque toutes les questions. Soudain, la machine de karaoké se met à jouer l'une des chansons préférées de Minami. Sans la moindre hésitation, elle bondit, s'empare du micro et entame déjà la moitié de l'introduction avant même qu'il ne puisse protester. Arata voudrait bien l'arrêter, mais il marque une pause lorsqu'il entend les paroles. La chanson décrit avec beaucoup d'humour une jeune fille qui ne rêve que de jouer au tennis et d'éviter complètement les études. C'est tellement, mais tellement approprié à leur regardant Minami chanter avec toute son énergie soudainement de rire. À cet instant précis, il renonce définitivement au cours de soutien pour la journée vers le comptoir. Sa posture se raidit instantanément et il alors qu'ils atteignent le devant de la très vite la situation et jette un regard Lala en assemblant toutes les pièces du puzzle. Elle réalise alors que Lala doit être la jeune fille dont Arata était secrètement amoureux. Alors qu'ils rentrent ensemble à la maison sous le soleil couchant, Minami exprime sa profonde gratitude pour cette journée, comme pour contrebalancer le poids émotionnel de la révélation d'hier. Elle confesse ensuite sa curiosité grandissante à propos de ses parents biologiques et mentionne qu'elle aimerait un jour interroger leur père à leur sujet.
Son ton change alors légèrement, tandis qu'elle plaisante sur le fait qu'Arata n'est techniquement plus son frère, mais plutôt son aîné à l'école. La taquinerie le pique un peu, mais sa sincérité se manifeste aussitôt. Elle le rassure en lui affirmant que leur lien, forgé durant 15 années, ne peut absolument pas être effacé par de simples liens du sang. Ce lien est bien réel, indépendamment des noms ou des simples formalités administratives. Elle évoque de nouveau brièvement Lala, exhortant Arata à ne surtout pas se sentir mal, même si Lala a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Quand Arata lui demande comment elle a bien pu découvrir cela, Minami lui explique très simplement qu'Uka en a fait des commérages plus tôt dans la journée. Pour lui remonter le moral, elle se met à énumérer toutes ses bonnes qualités, soulignant à quel point il est fiable, sportif et attentionné. Puis, avec une touche d'espièglerie, elle lui tapote la tête et l'appelle Senpai au lieu de grand frère. Une fois arrivée à la maison, Minami se dirige directement vers Uka et lui tend une boîte de mini-gâteaux accompagnée d'une paire d'AirPods qu'elle avait empruntée puis égarée et qu'elle avait oublié de lui rendre. Elle s'excuse alors timidement pour ce petit retard. À sa grande surprise, Uka balaye l'excuse d'un revers de main, lui dit de garder les AirPods et l'invite à partager les gâteaux toutes les deux, une sorte de trêve tacite qui adoucit instantanément l'atmosphère entre elles. Arata commence sa matinée en suivant la même routine qu'il exécute chaque jour, répétant les gestes d'une familiarité silencieuse. Alors qu'il sort de la salle de bain, il aperçoit Kotono, déjà entièrement habillée et prête à partir pour l'école. Elle se raidit aussitôt en le voyant, lui lance un rapide, presque forcé « Bonjour », puis se hâte de descendre les escaliers. Il marque une pause dans le couloir, la regardant disparaître au détour du coin. La gêne pèse lourdement dans l'atmosphère et il se demande si Kotono a finalement digéré ce qu'il lui a dit dans la salle de bain il y a quelques soirs. Peut-être comprend-elle que malgré la vérité concernant leur adoption, les choses ne peuvent pas et ne devraient absolument pas changer entre eux, ou alors peut-être essaie-t-elle simplement de l'éviter. Quoi qu'il en soit, ce changement l'inquiète profondément. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, Seiya apparaît au coin du couloir et le surprend en pleine rêverie. Elle lui demande s'il est vraiment normal pour les garçons adolescents de rêvasser aussi souvent. Arata la salue, mais elle l'interrompt aussitôt et insiste pour qu'il ajoute absolument Chan à la fin de son prénom. Il hésite un instant, mais réalisant qu'elle ne lâchera pas le morceau, il finit par céder. S'il te plaît, dit Seiya, adoptant aussitôt un ton beaucoup plus décontracté. Elle aborde le sujet du comportement de Kotono, faisant remarquer que la tension entre eux n'a pas encore du tout disparu. Arata n'a même pas le temps de répondre avant que Minami ne fasse irruption, l'énergie rayonnant d'elle comme un véritable rayon de soleil. Elle l'appelle de nouveau Senpai, appréciant visiblement beaucoup ce surnom. Seiya lève un sourcil, s'interrogeant sur le choix de cet honorifique, faisant remarquer qu'il est habituellement réservé à une personne mature et respectable. Arata gémit intérieurement tandis que les filles descendent les escaliers, se demandant pourquoi ces matinées sont toujours à ce point remplies de tant de chaos. À l'école, Arata aperçoit furtivement Lala près des casiers, en train de discuter et de rire avec une amie. Tandis qu'elle s'éloigne pour se rendre en cours, il se surprend à la regarder partir. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsqu'Uka apparaît soudainement derrière lui. Elle ne perd pas un instant pour le taquiner et l'encourage vivement à se déclarer à Lala. Arata la coupe court très rapidement, lui rappelant que Lala a déjà un petit ami. Uka est visiblement très surprise par cette révélation, admettant qu'elle n'en avait absolument rien entendu dire. Cependant, Uka le quitte très vite pour aller rejoindre son groupe d'amis. Leur excitation monte alors en flèche lorsqu'elle mentionne son prochain voyage au parc marin pour l'anniversaire de Kotono. De loin, Arata l'observe attentivement, songeant à la facilité déconcertante avec laquelle elle s'intègre à son cercle social. Il envie presque la façon si naturelle dont elle attire l'attention. Une partie de lui voudrait bien révéler son côté un peu chippie au monde entier, mais il sait pertinemment que contrarier Uka ne ferait qu'aggraver sa situation. Quelques-unes des amies d'Uka finissent par remarquer Arata tout près d'elle. Elle commente à quel point son aura est différente de celle de Shion, mais s'accorde tout de même à dire qu'il est plutôt attirant. Quelques-unes chuchotent, même qu'elles aimeraient bien sortir avec lui. Embarrassée, Uka tente d'énumérer ses habitudes les plus agaçantes. Mais à mi-parcours, elle réalise qu'elle est en train de le complimenter par inadvertance. Ses oreilles deviennent toutes rouges. Gênée, elle presse ses amis de se diriger vers la salle de classe, marmonnant quelque chose à propos du couloir qui serait bien trop chaud. Finalement, le week-end tant attendu arrive et toute la famille se rend au parc marin. Ruka est littéralement folle de joie, absorbant toutes les attractions avec des yeux écarquillés d'émerveillement. La mascotte With Me passe juste devant eux et Ruka et Minami se précipitent aussitôt, riant et jouant avec le personnage costumé. Peu de temps après, l'estomac de Minami gargouille bruyamment, ce qui pousse Banri et Arata à se porter volontaires pour aller chercher de quoi manger. Ils reviennent quelques minutes plus tard, chacun portant un plateau rempli de collations, seulement pour découvrir que l'endroit où leurs frères et sœurs les attendaient est désormais complètement vide. S'installant sur un banc tout proche pour se reposer et déposer les plateaux de nourriture, Arata sort son téléphone et commence à appeler chacun de ses frères et sœurs un par un. Un par un, tous les appels restent malheureusement sans réponse. Banri, remarquant cette absence de réaction, suggère alors avec désinvolture qu'ils profitent du parc d'attractions tous les deux pour le moment, comme s'ils étaient en rendez-vous, se disant qu'ils finiront bien par croiser les autres à un moment donné. Avec toute la nourriture déjà devant eux et personne d'autre aux alentours pour la partager, Arata finit par en manger la plus grande partie lui-même. Au moment où ils reprennent leur marche, il se sent ballonné et léthargique, regrettant amèrement sa décision. Banri marche à ses côtés, se montrant visiblement beaucoup plus affectueuse que d'habitude. Bien qu'elle soit l'aînée de la fratrie, son attitude frise presque la coquetterie. Son bras est enroulé autour du sien, son corps pressé contre son flanc, sans le moindre souci du monde extérieur. Arata, déconcerté par son attachement soudain, tente de créer un peu d'espace entre eux, marmonnant qu'ils ne devraient pas du tout agir comme un couple. Banri, cependant, balaye cela d'un revers de main, arguant que pour les personnes extérieures, ils ne ressemblent probablement même pas à des frères et sœurs. Son esprit dérive alors vers la sensation de sa poitrine pressée contre son coude, une pensée qui s'attarde bien trop longtemps dans son esprit. Finalement, Banri perçoit sa réaction et le taquine gentiment, provoquant chez Arata un embarras encore plus grand.
il parvient à créer un peu de distance entre eux tandis qu'ils poursuivent leur chemin. Banri, toujours aussi sûr d'elle et de son apparence, lui fait remarquer à quel point il est chanceux d'avoir une si jolie grande sœur. Arata remarque quelques hommes qui lancent des regards admiratifs à Banri alors qu'il passe, et il ne peut absolument pas nier qu'elle attire vraiment l'attention. Elle en est d'ailleurs parfaitement consciente et se déplace avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui est habitué à être admiré. Il se dirige ensuite vers l'une des attractions principales du parc, un immense grand 8. Banri monte les escaliers en tête, tandis qu'Arata la suit à quelques pas derrière. Alors qu'elle s'élève, sa jupe se déplace à chaque mouvement, obligeant Arata à détourner son regard. Dans sa distraction, il trébuche et atterrit la tête la première sur les marches, ce qui le met très mal à l'aise d'être tombé en public. Banri, absolument imperturbable, l'aide à se relever et ils poursuivent tout leur chemin pour monter dans l'attraction. Tandis que Banri savoure chaque virage et chaque descente du grand 8, Arata, lui, devient pâle et complètement secoué. Il essaie de rappeler leurs frères et sœurs, mais sans le moindre succès. Finalement, Shion voit les appels manqués et envoie un message rapide avant de décrocher son téléphone. Arata l'informe de leur emplacement précis dans la zone nature, ce qui fait réaliser au reste du groupe qu'ils sont partis dans la direction complètement opposée. Ruka soupçonne ce qui a bien pu causer cette séparation et Kotono, remarquablement silencieuse, semble visiblement mal à l'aise. Le groupe s'accorde à dire que le reste de la journée, même sans Arata et Banri, ils décident de tout consacrer à Kotono et à profiter pleinement de cette journée. Cette sortie était une fois initialement prévue pour célébrer son anniversaire, le Space Coaster, une attraction que Kotono rêvait de faire depuis leur arrivée au parc. Le groupe s'accorde à dire qu'il est tout à fait juste de donner la priorité à ses souhaits pour le reste de cette journée. Pendant ce temps, Banri et Arata se reposent à l'autre bout du parc, installés sur un banc ombragé, là où de nombreux stands de nourriture sont alignés. Malgré plusieurs tentatives, ils n'ont toujours aucune nouvelle des autres. Banri finit par ressentir de nouveau la faim et tient un churro. Elle propose de le partager avec Arata, mais il décline, se sentant encore barbouillé d'avoir mangé beaucoup trop tôt pendant qu'ils attendaient. Tandis qu'Arata observe Banri déguster joyeusement son churro, une pensée discrète lui traverse l'esprit. Il soupçonne que tout comme lui, elle doit être profondément affectée par les récentes révélations concernant leur adoption. Curieux, il aborde alors le sujet avec une grande prudence. Banri marque une pause, puis admet qu'elle a été surprise au tout début, mais qu'elle ne veut absolument pas se laisser abattre par cela. Elle confie qu'à un certain moment, elle a l'intention de parler à leur père et de lui demander petit à petit tous les détails de leur adoption. Quand le moment lui semblera opportun, elle change alors de sujet de conversation, percevant quelque chose d'étrange dans le ton d'Arata. Il a été visiblement plus renfermé ces derniers temps et elle s'inquiète de la manière dont il gère tout cela. Arata ne mentionne pas ce qui s'est passé avec Kotono ou Seiha, mais il admet que cette nouvelle l'a laissé profondément mal à l'aise. Banri remarque son expression visiblement troublée et sans même y réfléchir, elle tend la main pour lui tapoter doucement la tête dans un geste des plus réconfortants. Un souvenir lui revient en mémoire, celui d'une époque où Arata venait la trouver en pleurant après qu'Uka l'ait embêtée. Elle avait toujours été son refuge, son havre de paix. Embarrassée, Arata repousse vivement sa main, ce qui incite Banri à se rasseoir. Elle lui dit alors, avec une grande sincérité, que quels que soient les changements ou les révélations qui surviendront, elle s'inquiétera toujours pour lui et pour le reste de leurs frères et sœurs. Pour elle, il constitue une véritable famille. Une famille qu'elle protégera absolument à tout prix. En entendant ces mots, Arata est submergée par un profond sentiment de reconnaissance. Et c'est précisément ce qu'il se souvient alors comment Banri avait toujours se lever pour partir, une petite fille, surtout lorsque les autres se montraient un peu trop durs, lui échappent de son plateau, projetant leur contenu directement vers Banri. Agissant par pur instinct, Arata se place immédiatement devant elle, recevant ainsi de plein fouet la totalité du déversement. La petite fille semble horrifiée et s'excuse alors abondamment. Arata lui fait un geste de la main, lui offrant un sourire amical pour la rassurer complètement. Banri l'inspecte de la tête aux pieds, examinant les taches de soba sur ses vêtements et grommelant que même un lavage ne suffirait peut-être pas à sauver le tissu. Puis, sans le moindre avertissement, Arata déclare alors d'une voix calme que dorénavant, il la protégera elle aussi. Après tout, c'est exactement ce qu'un jeune frère est censé faire pour sa grande sœur. La petite fille et sa mère finissent par faire leurs adieux à Banri et Arata. Juste à cet instant précis, leurs frères et sœurs les rejoignent enfin, tous les yeux écarquillés en voyant Arata complètement trempée de la tête aux pieds. Malgré leur curiosité évidente, personne n'insiste pour obtenir davantage de réponses. Et ils décident qu'il est bien préférable de profiter du reste du parc. Arata et Banri se retrouvent naturellement un peu en retrait des autres. Le groupe se met alors en route vers une légère attraction, tandis qu'ils suivent derrière Banri tend soudainement la main tout au long du chemin et la prend dans la sienne. Elle esquisse un petit sourire et lui dit que c'est tout à fait normal, après tout, elle est sa grande sœur. Alors que la nuit tombe doucement, le parc d'attractions se transforme en un lieu absolument magique. Les lumières vibrantes s'allument, projetant sur toute la zone une lueur chaude et véritablement onirique. Ruka, appréciant visiblement la scène, fait semblant d'être une princesse et Minami se porte aussitôt volontaire pour être son prince loyal. Arata ressent bientôt le besoin d'aller aux toilettes et Shion propose de l'accompagner. Kotono annonce qu'elle se joindra à eux également, disant qu'elle a elle aussi besoin d'une petite pause pipi. Une fois les trois partis, Seiya saisit soudainement l'opportunité de partager quelque chose qu'elle retenait en elle depuis un bon moment.
D'une voix très calme, elle raconte alors ce qu'elle a été témoin il y a quelques soirs. Une rencontre inattendue entre Arata et Kotono dans la salle de bain. Sa révélation stupéfie complètement les autres, laissant Banri, Ruka et Minami sous le choc et une profonde inquiétude. Seiya les rassure très vite, expliquant qu'Arata avait clairement et sans équivoque rejeté Kotono. En fait, elle ajoute qu'elle-même avait tenté de le tester avec un scénario assez similaire pour voir si ses sentiments pouvaient changer, et heureusement, il n'y a eu absolument aucun changement dans son attitude. Ruka la fixe du regard, stupéfaite que Seiya soit allée jusqu'à de telles extrémités pour confirmer les véritables sentiments d'Arata. Seiya insiste sur le fait que c'était absolument nécessaire. Il s'accorde simplement savoir comment il devrait sans doute procéder. Encore que ce n'est qu'une simple phase passagère. Les sentiments de Kotono dans la salle de bain n'étaient absolument pas la première tentative de Kotono pour se confesser. Elle leur rappelle l'époque où ils avaient surpris Kotono et Arata seuls dans la salle de jeu. C'était là sa toute première confession. Banri commence à s'inquiéter bien plus profondément, ses espoirs initiaux commençant sérieusement à vaciller, mais elle veut toujours croire que Kotono finira par passer à autre chose. Seiya contente, Banri admet qu'elle a discuté avec leur père de leurs origines, de Kotono qu'ils pourraient tous des orphelins ne faire que ce roman différent. Dans le cas de Banri, il n'y a absolument aucune information disponible concernant l'identité de ses parents biologiques. Elle leur dit de ne rien faire de drastique pour le moment. Arata fait de son mieux pour rejeter Kotono. Il est donc préférable qu'il se contente de surveiller attentivement la situation et n'intervienne qu'en cas de stricte nécessité. Juste au moment où la conversation prend fin, Arata, Shion et Kotono reviennent. Le reste du groupe fait rapidement semblant de consulter la carte du parc pour choisir la prochaine attraction. Alors que la soirée touche à sa fin et qu'ils terminent les dernières attractions, ils se dirigent tous vers la boutique de souvenirs avant de quitter les lieux. Minami et Seiya sont bien décidés à acheter la poupée mascotte, With Me, impatientes de l'ajouter à leur collection dans leur chambre. Arata reste un peu en retrait, choisissant de marcher quelques pas derrière le reste du groupe. Il observe Kotono et remarque qu'elle est revenue à son comportement habituel. Il repense alors à son anniversaire et à la manière dont la nouvelle les a tous profondément choqués. Il est certain que même leur père pourrait bien s'inquiéter qu'ils ne se comportent plus comme des frères et sœurs. Mais après cette journée, il est absolument sûr de pouvoir dire à son père qu'ils forment toujours la même famille. Au loin, des feux d'artifice éclatent soudainement et tous lèvent les yeux vers le ciel remplis d'émerveillement. Lorsqu'ils arrivent à la boutique, les autres se mettent à fureter avec enthousiasme, à l'exception d'Arata qui s'attarde près de l'entrée. Il se fige un instant lorsqu'il aperçoit une jeune fille qui ressemble étrangement à Lala en train de passer. Uka le remarque et sort alors pour le rejoindre. Uka le taquine pour avoir des passe-temps si incroyablement ennuyeux, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait que, maintenant, ils ne sont plus vraiment jumeaux. Arata lui affirme qu'il la considérera toujours comme sa jumelle, mais Uka lui répond qu'il devra bien finir par affronter la vérité un jour. Malgré tout, elle admet que c'était vraiment amusant d'être sa jumelle. Tout le monde y croyait, d'autant plus, dit qu'ils étaient toujours parfaitement synchronisés, devinant même chacun de ses coups au pierre-feuille-ciseaux. Puis, sans le moindre avertissement, Uka regarde droit devant elle et confesse alors d'une voix douce qu'elle l'aime bien. Avant leur excursion au parc d'attractions, Arata s'était confié à Shion. Il avait admis que les événements récents, en particulier ceux impliquant Kotono, l'avaient laissé confus et incertain quant à la manière d'agir avec ses sœurs. Elle l'avait même écouté attentivement avant de lui faire remarquer, avec désinvolture, que techniquement parlant, puisqu'aucun d'entre eux n'est lié par le sang, ils sont davantage des amis d'enfance très proches que de véritables frères et sœurs. Il avait ajouté qu'Arata était tout à fait libre de les considérer comme de potentiels intérêts amoureux s'ils venaient un jour à développer des sentiments pour l'une d'entre elles. Après une très courte pause, Shion a décidé de lui confesser qu'il avait raconté à Uka l'incident survenu entre Arata et Kotono. L'expression d'Arata se crispa, mais Shion s'empressa d'expliquer qu'Uka ne pensait absolument pas du mal de lui. En fait, elle admirait même la manière dont il avait géré une histoire. Les gens seraient complètement accros. Lui a même affirmé pendant la soirée au parc d'attractions, Uka et Arata sortent un instant pour prendre l'air. Une véritable comédie romantique. Se tourne vers lui et lui dit qu'elle l'aime bien. Mais elle enchaîne aussitôt, clarifiant que c'est simplement sa manière de lui montrer toute son appréciation. Elle le remercie d'être si fiable, d'avoir géré la confession de Kotono avec tant de grâce et de prévenance. C'est juste un moment entre jumeaux, affirme-t-elle. Un lien solide bâti sur la confiance mutuelle. Soulagé, Arata laisse échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. Pendant une fraction de seconde, il a vraiment cru qu'elle allait lui faire une confession de nature romantique. Pour tenter d'alléger l'atmosphère, elle alors quelque chose déclare alors qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, impassible, qu'elle s'éloigne, qu'elle est vraiment une tsundere, visiblement embarrassée, élève les yeux au ciel, feignant l'offense. Elle se sent vraiment idiote d'avoir laissé ces mots lui échapper. Le lendemain matin, Arata se retrouve dans la salle d'entraînement de la maison. Il espère qu'une bonne séance l'aidera à se vider la tête. Alors qu'il s'étire et s'échauffe, Minami entre pour sa routine habituelle. Arata la salue avec enthousiasme, désireux d'aider et d'être un grand frère fiable, mais Minami le repousse d'un geste. Elle est encore à moitié endormie et lui dit que son énergie est un peu trop débordante pour cette heure matinale. Pourtant, elle sourit et complimente sa diligence. Bien qu'il n'ait aucun objectif de compétition, Arata s'en tient à sa routine d'entraînement. Il hausse les épaules et lui dit que c'est surtout pour sa santé, mais que l'effort physique l'aide à calmer son esprit. Minami rit doucement et se souvient à quel point leur père était strict avec Arata, le faisant souvent s'entraîner tard dans la nuit. Il dit que les méthodes de leur père n'étaient pas vraiment saines, mais ajoute qu'il admire la discipline constante de Minami. Tandis qu'elle le regarde s'étirer, l'esprit de Minami retourne au parc d'attractions de la veille. Ce soir-là, quand la famille a réalisé qu'Arata et Uka manquaient, Minami s'est portée volontaire pour les chercher.
Elle les a trouvés juste devant le magasin et était sur le point d'appeler quand elle a entendu Uka dire qu'elle aimait Arata. Elle se fige. Conflictuée, Minami retourne discrètement vers les autres sans mentionner ce qu'elle a vu ou entendu. Maintenant, le regardant à nouveau, son expression concentrée alors qu'il s'étire, ses sentiments commencent à refaire surface. Une partie d'elle veut lui demander directement pour savoir si Uka lui a vraiment avoué ses sentiments ou si elle a simplement mal entendu. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Arata remarque son trouble intérieur et lui demande si quelque chose ne va pas. Minami secoue rapidement la tête et se tourne vers les poids, entamant sa routine pour ne pas avoir à répondre à ses questions. Au milieu de son entraînement, Minami finit par laisser sa curiosité l'emporter et décide de demander à Arata si quelque chose s'était passé entre lui et Uka récemment. Arata, légèrement confus par la question, suppose que Minami s'inquiète simplement de leurs disputes habituelles. Il la rassure en lui disant que tout va bien entre lui et Uka et que les disputes font juste partie de leur dynamique normale. Bien que Minami feigne le soulagement, elle se sent légèrement déçue. Elle avait espéré qu'Arata évoquerait la confession d'Uka ou du moins ferait allusion à un lien plus profond. Sa réponse désinvolte la laisse incertaine s'il ne voit vraiment rien d'inhabituel ou s'il évite intentionnellement le sujet. Se sentant un peu mal à l'aise, elle décide d'écourter sa séance, annonçant qu'elle continuera plus tôt son entraînement l'après-midi. Elle espère discrètement qu'Arata ne trouvera pas son changement soudain de routine suspect. En dehors de la salle d'entraînement, Minami soupire, se réprimandant mentalement pour son propre manque de clarté. Après son entraînement, Arata se dirige vers la salle de bain pour se rafraîchir. Alors qu'il ouvre la porte coulissante, il surprend involontairement Seiya, qui est en train d'enlever ses vêtements. Détournant rapidement le regard, il marmonne des excuses et recule. De l'intérieur, il entend Seiya comparer nonchalamment le moment à un cliché de comédie romantique bien connu, ce qui fait gémir Arata à voix basse. Elle lui dit que ça ne devrait pas avoir d'importance puisqu'ils sont frères et sœurs et continue de se déshabiller. Avant qu'il ne puisse refermer complètement la porte, il remarque qu'un petit morceau de linge est coincé dans la charnière. Soupirant, il la rouvre, ramasse le vêtement et rentre pour le jeter dans le panier à linge. Tandis que le bruit de la douche remplit la pièce, Arata réfléchit à quel point Seiya semble indifférente aux récentes nouvelles concernant leur adoption. Pour elle, les liens de sang n'ont jamais semblé avoir beaucoup d'importance. Son comportement n'a pas changé du tout, et d'une certaine manière, cette constance est réconfortante. Juste avant de quitter la salle de bain, il remarque une bague familière posée près du lavabo. La reconnaissant comme celle de leur mère, il interroge Seiya à ce sujet. Elle confirme qu'elle la porte récemment, bien qu'elle soit encore lâche à son doigt. Alors elle l'enlève avant de se baigner pour éviter de la perdre. La douche étant occupée, Arata décide de retourner à la salle d'entraînement pour patienter. Finalement, il a sa chance de se rafraîchir et retourne plus tard dans sa chambre. Un coup frappe, interrompant ses pensées, et la voix de Banri l'appelle de l'autre côté de la porte, demandant poliment à entrer. Banri pénètre dans la chambre d'Arata et s'arrête, discrètement impressionnée par l'ordre qui y règne. Elle se surprend à repenser à l'époque où Arata était plus jeune, un temps où leur père le grondait souvent pour avoir laissé des emballages de snacks ou de la nourriture à moitié mangée par terre. Curieuse, Banri commence à se promener sans demander la permission, mais clairement assez à l'aise pour faire ce qu'elle veut. Elle s'approche de son bureau et aperçoit son ordinateur portable inactif. Alors qu'elle se penche, une notification apparaît sur l'écran. Elle lit à voix haute d'une voix taquine, ce qui fait qu'Arata se retourne alarmée. Pendant un bref instant, il suppose que Banri a d'une manière ou d'une autre découvert son mot de passe et s'est introduite dans le système. Mais il réalise alors que la notification était simplement sur l'écran de verrouillage. Cela faisait au moins 2 ans que Banri n'avait pas visité sa chambre et son intérêt soudain déclenche maintenant de discrètes alarmes dans sa tête. Il est sur le point de lui demander ce qu'elle cherche vraiment quand elle s'appuie soudainement contre lui. Taquine, elle suggère qu'ils aillent à un rendez-vous, son ton léger et désinvolte mais teinté de quelque chose de plus profond qu'il ne peut pas tout à fait identifier. Finalement, il s'arrête devant un magasin d'électronique et Banri sourit, lui disant que c'est une bonne occasion d'enfin acheter le smartphone qu'il voulait. Arata, essayant toujours de comprendre son humeur, commence à penser que cette journée avec Banri se transforme peut-être en quelque chose d'agréable et d'inattendu, jusqu'à ce qu'elle mentionne nonchalamment manger à Odaiba et réserver un hôtel pour la nuit. Les implications le frappent comme une brise glaciale, il trébuche sur ces mots, complètement déconcerté. Banri se contente d'en rire, disant qu'elle plaisante et que peut-être quelque chose comme ça est mieux gardé pour leur prochaine vie. Elle le devance, profitant clairement du moment. Arata traîne derrière, essayant de se débarrasser de sa confusion. Banri a toujours été un peu excentrique, mais dernièrement son comportement est devenu plus tactile, plus insistant, quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait catégoriser. À l'intérieur du magasin, ils sont rapidement approchés par une vendeuse joyeuse. On montre à Arata 2 modèles, une version améliorée de son téléphone actuel et un autre très tendance pour son design élégant. Sans hésitation, il choisit le modèle amélioré de son téléphone actuel. Banri se penche, commentant à quel point il est prévisible et le réprimande de ne même pas considérer les options de couleur ou d'essayer quelque chose de nouveau. Il essaie de se défendre, expliquant qu'il privilégie la fonctionnalité et la familiarité à l'ostentation. Banri écoute puis évoque un dicton. La façon dont les gens choisissent tôt leur smartphone reflète la façon dont ils choisissent leurs partenaires amoureux. L'apparence contre la performance. Elle remarque que bien qu'elle respecte sa préférence pour les qualités intérieures, il y a aussi un avantage à se soucier de l'apparence.
Un beau partenaire, affirme-t-elle, est plus facile à pardonner pendant les disputes. Arata trouve la logique superficielle mais ravale sa réplique, sentant que la conversation s'égare en territoire dangereux. La vendeuse revient avec le téléphone choisi, mais quand elle remarque Banri à côté d'Arata, elle suppose immédiatement qu'ils sont un couple et suggère qu'ils prennent un forfait duo. Arata s'embrouille pour la corriger, mais Banri l'enserre plus fort et joue le jeu, déclarant que le forfait couple semble parfait. Rouge et paniqué, Arata lâche un refus, insistant sur le fait qu'ils ne prendront pas ce forfait. Banri et Arata sortent finalement du magasin et Banri boude légèrement en marchant, toujours déçu de ne pas avoir eu la réduction couple. Arata, de son côté, ressent un certain soulagement. L'idée d'être pris pour un couple avec sa sœur est bien trop gênante et il est content d'avoir évité toute supposition. Les yeux de Banri s'illuminent à la vue d'un glacier tout proche. Avant qu'il ne puisse protester, elle lui attrape le poignet et le traîne vers l'étal. Quelques minutes plus tard, ils sont assis côte à côte sur un banc, chacun tenant un grand cornet garni de 3 boules colorées. Banri rayonne en prenant sa première bouchée, ses yeux pétillants d'une joie enfantine. Arata, quant à lui, la regarde avec un amusement silencieux. Des moments comme celui-ci où Banri abandonne son extérieur taquin et profite simplement de quelque chose sans prétention sont rares. Banri se demande nonchalamment s'il devrait ramener de la glace à la maison pour le reste de la famille. Arata rejette rapidement l'idée, lui rappelant que ça fondrait avant même qu'il n'ait fait la moitié du chemin. Elle ne semble pas trop déçue, riant plutôt en se remémorant d'anciennes querelles familiales à propos de la glace. Un souvenir se distingue, Minami mangeant accidentellement la portion de Kotona. Uka était intervenu pour gronder Minami immédiatement, mais Kotona, submergé par l'agitation, s'était discrètement caché dans le placard jusqu'à ce que la tension retombe. Cette habitude lui avait valu le surnom de Fée du placard. Arata en profite pour souligner les propres manies de Banri, en particulier sa peur persistante des fantômes. À la simple mention, Banri se fige en pleine bouchée, tremblant visiblement. Arata la regarde trembler et soupirer, la taquinant qu'une fois qu'elle commence à argumenter, elle ne sait jamais quand s'arrêter. La conversation finit par changer de sujet. Banri, plus sérieuse maintenant, demande comment Arata va ces derniers temps, notant qu'il a l'air abattu. Arata balaie ça d'une blague auto-dérisoire, affirmant que son visage a juste l'air naturellement renfrogné. Banri n'est pas convaincu, mais choisit de ne pas insister. Au lieu de cela, elle lui rappelle qu'elle est sa grande sœur et qu'elle est toujours prête à l'écouter. Il ne répond pas directement, mais est reconnaissant de l'assurance qu'elle le soutient. De retour à la maison, Kotona se prélasse dans sa chambre, faisant défiler des photos de leur récente sortie au parc d'attractions. Chaque image lui apporte un sourire jusqu'à ce qu'une nouvelle notification apparaisse sur leur discussion de groupe entre sœurs. C'est une photo de Banri, elle et Arata mangeant de la glace ensemble, l'air proche et joyeux. Le sourire de Kotona vacille, une jalousie silencieuse s'installe dans sa poitrine, mais elle ne la laisse pas transparaître. Elle essaie de taper une réponse, quelque chose de léger ou de solidaire, mais ses doigts hésitent malgré tout sur l'écran. Finalement, elle abandonne, enregistre la photo et enfouit ses émotions en retournant à ses études. Pendant ce temps, Banri dit qu'elle veut explorer un peu plus, mais après avoir vérifié son téléphone pour la réponse de Kotona, elle change brusquement d'avis et suggère qu'ils rentrent à la maison. Arata remarque le changement soudain, mais ne dit rien. Son regard tombe sur le collier que porte Banri, un autre bijou de leur défunte mère. Presque sans réfléchir, il lui dit qu'elle devrait sortir avec son petit ami au lieu de perdre son temps avec lui. L'expression de Banri s'adoucit et un sourire tendre apparaît sur ses lèvres alors qu'elle lui ébouriffe affectueusement les cheveux avant de partir devant. Des inconnus la croisent, beaucoup tournant la tête pour admirer la beauté saisissante de Banri. Arata, observant de derrière, se rassure discrètement en se disant qu'il valorise toujours les qualités intérieures plus que les apparences extérieures. Devant le centre commercial, Banri appelle Minami, l'informant nonchalamment qu'elle a passé la journée avec Arata et a essayé de sonder ses sentiments. Mais d'après ce qu'elle a pu en juger, il les voyait toujours tous comme de simples frères et sœurs. Minami, trempant dans la baignoire, n'est pas satisfaite. Elle se souvient encore très bien d'avoir entendu la confession d'Uka. Essayant de se débarrasser de ses doutes, elle est d'accord avec Banri et envoie un message disant qu'elle a dû mal entendre. Mais dans son état de distraction, elle envoie accidentellement le message à toute la discussion de groupe des sœurs au lieu de répondre en privé. Paniquée, Minami rappelle rapidement le message, espérant que personne ne l'a vu. Juste à ce moment-là, Uka frappe et entre dans la salle de bain, agacée par le temps que Minami y passe. Elle aperçoit le visage troublé de Minami, mais décide de ne pas insister et s'en va. Minami pousse un soupir de soulagement, pensant qu'elle est tirée d'affaire. Mais de l'autre côté du couloir, Kotona est tranquillement sur son lit, son téléphone et sa main tombée sur le lit, les yeux fixés sur le message rappelé qu'elle a réussi à lire juste à temps. Lors d'un dîner de famille apparemment ordinaire, l'atmosphère autour de la table est légère, remplie de bavardages oisifs et du tintement des plats, mais les yeux d'Arata s'attardent sur Seiya. Elle mange en silence, son expression illisible mais clairement distante. Bien que Seiya soit généralement silencieuse, elle a rarement l'air aussi perturbée et ce n'est pas la première fois qu'Arata se souvient avoir vu la même expression sur son visage l'autre jour alors qu'il se tenait sur le quai du train. Après le repas, tandis que la plupart de la famille se disperse, Arata trouve Seiya seule dans le salon commun, assise élégamment. Ce même regard se pose sur son visage, pensif, lourd, contemplatif. Il passe devant elle, s'arrête et se dit de la laisser tranquille, mais la curiosité le saisit. Il fait demi-tour et lui demande doucement si quelque chose la préoccupe. À sa surprise, Seiya lève les yeux, son expression se fendit un peu, et au lieu de répondre, elle l'invite à jouer au Twister.
Pendant qu'elle déploie le tapis de jeu et prend la roulette, elle décide d'expliquer pourquoi elle l'a invitée à jouer. L'autre soir, quand elle était dans sa chambre, elle a ressenti quelque chose d'étrange. Elle n'aime pas être incertaine, surtout avec les examens d'entrée qui approchent. Elle décide qu'une partie de Twister peut tester sa théorie. Arata est stupéfait. Il rougit à l'implication, mais Seiya est déjà impatiente de commencer. Elle le rassure en lui disant qu'il n'y a rien d'impropre à cela. Elle a juste besoin de vérifier quelque chose. La nouvelle de l'adoption n'a rien changé entre eux, insiste-t-elle. Leur relation leur appartient toujours de la définir. Tandis qu'Arata peine à comprendre son raisonnement, Seiya ajoute que si ce n'est pour rien d'autre, il devrait le faire pour l'aider à se concentrer sur ses examens. Elle est sa grande sœur après tout. Quand elle commence mais voit toujours son hésitation, elle lui rappelle qu'elle l'avait aidé à étudier. Alors, si quoi que ce soit, il devrait lui rendre l'appareil, puisque ses notes ont tellement augmenté grâce à son aide. Coincé par sa logique étrangement rationnelle mais totalement bizarre, Arata accepte de jouer. Il pose maladroitement son pied pour atteindre le cercle coloré le plus proche de lui, faisant tout son possible pour maintenir une distance entre eux. Seiya fronce les sourcils, clairement peu impressionné par sa prudence, et l'accuse de jouer trop prudemment. Il fait remarquer qu'il suit toujours les règles. À son tour, Seiya se rapproche délibérément. Elle utilise sa propre logique contre lui, la tension commence à monter, mais le jeu continue. Pendant un instant, Arata commence à croire qu'ils s'en sortiront sans jamais se toucher réellement. Mais Seiya a d'autres plans. Elle change de stratégie et se positionne directement sur son chemin, se contorsionnant dans une pose maladroite et provocante. Arata est complètement déstabilisé. Gêné, il déclare qu'il abandonne. Seiya, toujours dans sa pose difficile, le fusille du regard. Des deux, il est dans la position la plus facile. S'il abandonne maintenant, il admet en fait qu'elle l'affecte. Arata l'étudie plus attentivement et réalise qu'elle a en fait du mal à maintenir la pose. Ce n'est pas aussi facile qu'elle le prétend. Au lieu d'abandonner, il décide de continuer. Elle annonce son prochain mouvement, pied droit sur le dernier cercle bleu, qui se trouve malheureusement près de ses fesses. Il déglutit difficilement et se déplace, naviguant soigneusement sa jambe sous elle pour atteindre la tache bleue. Malgré tous ses efforts pour l'éviter, son pied effleure ses fesses. Il n'est pas sûr de ce qu'il a ressenti à ce moment-là, mais il parvient à rester en équilibre, son pied fermement posé sur le cercle. Après avoir senti le pied d'Arata l'effleurer, ses pensées basculent rapidement vers quelque chose de plus clinique, presque automatique, alors qu'elle commence à énumérer les hormones associées au bonheur, endorphine, sérotonine, dopamine et ocytocine. Elle se concentre sur les deux dernières, filtrant mentalement le reste. La dopamine et l'ocytocine sont toutes deux liées au sentiment d'affection ou d'attachement, ce qui la déstabilise. Elle fait tourner la roulette du twister, ayant besoin d'un autre mouvement pour confirmer sa théorie. Tandis que la roulette tourne, ses pensées s'enfoncent plus profondément dans la mécanique de la connexion humaine. Les hormones sont éphémères, elles procurent aux gens un pic momentané, mais elles ne durent pas éternellement. Ce qui compte le plus, c'est la confiance, quelque chose de stable et de durable. La confiance est ce sur quoi les relations sont bâties, une fois que la nouveauté et l'excitation s'estompent. La roulette atterrit finalement sur le verre. Elle pose sa main, se déplaçant dans une nouvelle position qui la fait se détourner d'Arata. Involontairement, le mouvement la laisse dans une pose encore inconfortablement suggestive. Arata la regarde en silence. Sa longue série d'analyses a pris un ton étrangement personnel, un ton qui le rend nerveux. À chaque pensée qu'elle partage à voix haute, il lui devient plus clair qu'elle essaie de rationaliser un moyen pour eux d'être ensemble. La tension dans son corps monte alors qu'il lutte pour repousser les implications de sa logique. Avant qu'il ne puisse penser à un moyen d'y mettre fin, la posture de Seiya vacille. Arata se tend submergée et agacée. Elle aurait pu tomber de n'importe quelle autre manière, mais Seiya se lève, marmonnant quelque chose sur le fait d'être trop fatiguée pour se soucier de l'endroit où elle a atterri. Arata essaie de s'accrocher à sa frustration, mais ses pensées le trahissent, tournant autour du contact qu'il venait de partager. Avant qu'il ne puisse le traiter davantage, Seiya commence à ranger le tapis de jeu, son énergie calme et sereine. Pour elle, l'expérience est terminée. Elle a déterminé que tout sentiment étrange qu'elle avait ressenti n'était pas enraciné dans quelque chose de réel. Sa clarté d'esprit retrouvée, elle peut se concentrer sur ses études pour ses examens sans autre perturbation. Avant de partir, elle le remercie discrètement. Arata reste immobile un instant, fixant l'espace qu'elle vient de quitter. Il ne comprend toujours pas le but de tout cela. Le jeu, les hormones, la chute, il avait l'impression que quelque chose de bien plus grand se passait et pourtant elle l'a écarté comme si ce n'était rien. Elle a toujours été étrange, mentionnant des choses inappropriées avec un visage impassible. Il pousse un cri fort et frustré dans la pièce silencieuse, mais avant qu'il ne puisse se ressaisir, Uka apparaît, le prenant au dépourvu. Son arrivée soudaine le sidère et le réduit au silence. Elle regarde autour d'elle, demandant si Seiya est avec lui, mais il le nie rapidement. Uka, indifférente à ses réponses vagues, suggère qu'ils passent le reste de la soirée ensemble. N'ayant rien d'autre pour se raccrocher, Arata accepte. Ils entrent dans leur salle de jeu, le bras d'Arata rempli de snacks. Arata ne peut s'empêcher de repenser à leur enfance. Uka avait toujours été une mauvaise perdante. Chaque fois qu'elle perdait une partie, ça se terminait par elle, le plaquant au sol de frustration. Plus récemment, cependant, il a été déstabilisé par un souvenir encore plus gênant. La fois où il a cru qu'elle lui avait avoué ses sentiments.
Depuis lors, être près d'elle lui semblait étrangement tendu. Quand il entre dans la salle de jeu, Uka est déjà sur le canapé, martelant les boutons, le menu du jeu affiché est prêt. Arata trouve étrange qu'elle l'ait invitée à jouer. Uka n'est pas vraiment connue pour ses talents de joueuse et historiquement elle a été l'une des pires, pourtant elle a l'air inhabituellement déterminée. Elle le presse de se dépêcher de la rejoindre et une fois qu'il commence, Arata est stupéfait de perdre 5 manches d'affilée. Uka rayonne de confiance après chaque victoire, célébrant avec un grand sourire. Pendant un instant, Arata se détend, pensant que c'était peut-être juste une façon innocente de se relaxer. Elle semble sincèrement heureuse, comme si toute la tension gênante d'avant n'avait jamais existé. Il l'observe attentivement. Uka n'avait jamais été naturellement douée pour grand-chose, mais elle travaillait dur, vraiment dur, et maintenant, elle obtenait enfin de la reconnaissance, tant dans ses études que dans le sport. Il se souvient avoir entendu de quelques camarades de classe que certains d'entre eux avaient le béguin pour elle, ce qui le surprend moins maintenant qu'avant. Alors qu'il continue de jouer, Uka est tellement absorbée par le jeu qu'elle s'appuie inconsciemment contre ses jambes depuis sa place au sol. Quand elle gagne à nouveau, elle lui lance un sourire narquois, le taquinant d'être rouillé. Arata lui rend simplement son sourire. Elle est vraiment aussi mignonne que ses amis l'avaient dit. Il décide enfin de prendre le match au sérieux. Rapidement, il rattrape son retard et finit par inverser la tendance. L'enthousiasme de Uka commence à peser alors que sa série de défaites se poursuit et elle s'excuse pour aller aux toilettes. Sauf qu'elle ne va pas bien loin. Tournant silencieusement derrière lui, elle lui enserre soudainement le cou dans une prise d'étranglement. Le mouvement est chaotique et désordonné. Elle le presse involontairement sous différents angles tandis qu'il lutte. Exaspérée, Arata les retourne, se retrouvant au-dessus. Luka est momentanément stupéfaite, les yeux écarquillés de surprise. Arata, tout aussi choquée par sa propre réaction, se fige. Il se dit que ça va, après tout, c'est elle qui a commencé, mais ce moment le laisse tout de même troublé. Il la réprimande faiblement pour sa rudesse excessive. Luka, reprenant encore son souffle, le fixe d'un regard indéchiffrable et commente doucement qu'il est sourd et le gémissement. Luka se lève aussitôt et quitte la pièce sans un mot de plus. Sur le pas de la porte, elle marque une pause, son cœur battant lourdement dans sa poitrine. De retour dans la pièce, Arata reste figé, le poids de ses derniers mots planant dans l'air. Il tourne la phrase dans son esprit, essayant d'en saisir le sens. Peut-être le dit-elle seulement au sens littéral, reconnaissant qu'il est enfin assez fort pour riposter, contrairement à leur enfance où il subissait simplement ses assauts ludiques sans se plaindre. Pourtant, quelque chose dans son ton le trouble. Se sentant épuisé, Arata décide d'arrêter pour la nuit, ignorant qu'une petite porte de placard s'ouvre en son absence. Caché dans cet espace exigu se trouve Kotono qui a tout vu. Le lendemain se déroule comme n'importe quel autre jour. La famille suit ses routines. École, activités de club, devoirs. Ce soir-là, Arata se retrouve dans le bureau de son père. Ils discutent un moment avant que Kaname ne demande comment vont les autres. Arata répond que les choses semblent normales en surface, mais remarque que tout le monde agit un peu plus animé que d'habitude. Il suppose que la nouvelle de leur adoption remue encore des émotions sous la surface. Kaname hoche la tête pensivement et demande soudainement si Arata a une fille qu'il aime. Ailleurs dans la maison, les filles se prélassent dans le salon, regardant un drame romantique. Au moment où le personnage principal commence à confesser son amour, l'écran devient noir, terminant l'épisode sur un suspense insoutenable. Des gémissements de frustration emplissent la pièce et la conversation dérive vite vers les fantasmes romantiques. Les filles décrivent en plaisantant leurs confessions idéales. Luka et Sega expriment des exigences étonnamment élevées, dépeignant des scénarios vifs de gestes dramatiques et de discours sincères. Minami décourage Kotona de partager, disant qu'elle n'a pas encore besoin de s'inquiéter de ce genre de choses. Elle est encore au collège, bien trop jeune pour tomber amoureuse. Luka hausse les épaules face à la fin du drame, la qualifiant de trop cliché. Bandriri disant que les filles qui se montrent désintéressées sont généralement celles qui tombent le plus fort. Finalement, elles sont toutes d'accord avec les mots de Minami. Le cadre, les mots ou le moment importent moins que la personne qui fait la confession. Les filles plus âgées se lèvent les premières, bavardant sur la relation grandissante de Shi-eun et Yu en quittant la pièce. Kotono s'attarde, son expression indéchiffrable. Puis, avec une soudaine explosion de détermination, Kotono prend la parole. Elle déclare qu'elle est amoureuse d'Erada. Les filles se taisent. Benri essaie de minimiser cela comme un simple béguin enfantin, mais Kotono insiste, sa voix inébranlable. Elle pense chaque mot. À partir de ce jour, elle déclare clairement qu'elles sont toutes désormais des rivales pour l'affection d'Erada. De retour dans le bureau, Kaname ramène la conversation sur l'amour. Il dit à Erada que ses futures relations le préoccupent grandement. Après tout, Erada est techniquement le fils aîné avec des responsabilités. Curieux, Erada demande pourquoi Kaname a choisi leur mère. La première réponse de Kaname est directe, son apparence. Si sa beauté l'a d'abord attiré, c'est sa force tranquille, son esprit inébranlable et la chaleur discrète qu'elle dégageait qui l'ont fait tomber profondément amoureux. Arata admet que c'est difficile à imaginer, il n'y a qu'une seule photo d'elle dans toute la maison. Kaname explique qu'elle n'aimait pas être photographiée, c'était l'une de ses nombreuses particularités et pour lui l'un de ses charmes. Puis Kaname demande si Erata se souvient de la promesse concernant la chambre numéro 8. Erata hoche la tête. Kaname avait dit un jour qu'il leur montrerait le contenu de cette pièce mystérieuse quand il serait au plus grand. Avant de partir, Erada exprime son admiration pour Kaname malgré tout le secret. Il promet qu'à partir de maintenant, Kaname pourra être tranquille. Il s'occupera du foyer et veillera à ce que leur famille reste chaleureuse et aimante. Après le départ d'Erada, Kaname s'approche de la photo encadrée de sa femme.
Il la contemple un long moment, puis murmure doucement sa fierté pour Errada. Il est reconnaissant de l'avoir adoptée. Des années plus tard, Errada se tient dehors, regardant une jeune fille courir dans la cour. Son rire résonne dans la brise alors qu'elle le rejoint finalement. La fillette aperçoit alors sa mère et l'appelle. Le visage de la mère reste invisible tandis qu'elle s'approche de sa famille. Un matin, Errata se lève tôt pour prendre de l'avance sur son travail avant l'école. À l'intérieur de la maison, ses sœurs sont légèrement troublées par la confession soudaine de Kotono. Minami décide de mettre ses soucis de côté pour l'instant, choisissant de partir à l'école plus tôt que tout le monde puisque la compétition de tennis approche à grands pas. En ouvrant la porte d'entrée, elle voit Errada qui revient tout juste de son jogging. Ne sachant comment agir avec lui, elle essaie de s'excuser, ce qui inquiète Errada. Il l'arrête avant qu'elle ne puisse s'éloigner, lui disant de se calmer puisque la compétition de tennis est proche. Il veut qu'elle réussisse bien et craint que son état distrait n'affecte son jeu. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien et continue de courir vers l'école, espérant que ses inquiétudes ne sont rien. À l'intérieur, Banri réprimande le chien de la famille pour avoir trop mangé et refuser de faire de l'exercice alors que Errata entre. Quand ils se saluent, Arata réprimande aussi leur Doberman pour être devenu dodu. Banri suggère de demander à l'un des domestiques de réduire la nourriture du chien, mais le chien blâme Errada et le mord. Bientôt, Shi-eun les rejoint et remarque que Banri n'est toujours pas parti pour l'école. Il lui assure qu'il peut se préparer son petit déjeuner, puis tourne son attention vers Errada qui gît au sol, épuisé par le comportement agressif de Vel. Pendant ce temps, Minami est déjà plongée dans l'entraînement avec son club. Les autres filles remarquent sa puissance sur le court. Elle parvient à garder son calme la plupart du temps, mais alors que les mots de Kotona refont surface dans son esprit, elle fait un faux pas et se blesse au pied. Pendant une pause, certaines de ses coéquipières la couvrent de compliments et lui demandent des conseils. Cependant, les explications de Minami ne font que les embrouiller. Elle n'est pas très douée pour expliquer ses techniques. Bien que les filles soient perplexes, elle complimente tout de même Minami, disant qu'elle a un côté mignon et pétillant que personne ne devinerait en la voyant jouer. Du coin de l'œil, Minami aperçoit Hinata et la défie rapidement à un jeu où la perdante doit payer les boissons. Alors qu'elle joue à la raclette, Minami gagne facilement et obtient sa boisson. Assise sur les bancs après, Hinata se sent un peu triste de bientôt obtenir son diplôme, plaisantant que Minami ne pourra plus lui soutirer des boissons gratuites. Elle complimente ensuite Minami, admettant qu'elle était inquiète lorsque Minami a rejoint le club pour la première fois. Bien que Minami soit clairement trop confiante, Hinata pense qu'elle est l'une des athlètes les plus travailleuses de l'équipe et mérite tous les éloges qu'elle reçoit. Hinata regarde ensuite au loin et admet qu'elle espère que Minami fera une grande carrière dans le tennis. Bien que ce soit douloureux pour elle de le dire, elle avoue sincèrement à Minami que l'équipe de tennis de leur école est faible et a dû compter sur elle au cours de la dernière année. Pourtant, malgré cette dure vérité, elle a le bon pressentiment que tout le monde sera à la hauteur lors de la prochaine compétition. Minami lui sourit doucement avant de la taquiner à propos de ce discours soudain et émouvant. Hinata s'agite rapidement, agitant les mains et essayant d'effacer ses propres mots de la mémoire de Minami. La pause se termine bientôt, et tandis que Minami s'échauffe pour la prochaine séance d'entraînement, elle entend ses coéquipières bavarder à proximité. Elle murmure qu'Hinata n'avait pas réussi à entrer à l'université grâce à une recommandation de tennis. Ce chemin étant désormais fermé, elles disent qu'elle pourrait être forcée d'abandonner complètement le sport et de commencer à chercher un emploi. Minami se fige en plein étirement, fixant Hinata de loin, une pointe de sympathie se formant dans sa poitrine. Les souvenirs commencent à refaire surface. Minami se souvient de son premier jour au club de tennis. Hinata avait été la première à la saluer avec un sourire éclatant. Elles avaient joué quelques parties de raclette, ce jeu original qu'Hinata avait inventé. Bien qu'Hinata ait perdu chaque match, elle riait de chaque défaite, croyant toutes les rumeurs sur les incroyables compétences de Minami. Pendant une pause entre les jeux, Minami avait finalement rassemblé le courage de demander ce que signifiait même la raclette. Hinata avait haussé les épaules et simplement dit qu'elle aimait Federer. Minami avait gloussé devant l'honnêteté directe de sa réponse. Encouragée par le rire, Hinata avait continué en disant qu'un jour elle voulait manger son bonbon préféré tout en devenant la joueuse de tennis numéro 1 mondiale. Avant que Minami ne puisse s'attarder davantage sur ce souvenir, l'entraînement prend fin. Alors qu'elle ramasse sa raquette, elle réalise avec un sentiment d'urgence croissant que ce sera la dernière compétition d'Hinata. Cette seule pensée lui vole sa détermination. Elle doit tout donner quoi qu'il arrive. Ce soir-là, l'un des domestiques alerte Errata que Minami se surmène. Dans la salle d'entraînement, Minami poursuit sa routine d'exercice, pleinement consciente de la douleur sourde dans son pied. Pourtant, elle refuse d'arrêter. La porte grince et s'ouvre. Elle jette un coup d'œil et voit Errata debout, silencieux près de l'entrée. Il ne dit pas un mot au début. Au lieu de cela, il s'approche, son expression indéchiffrable. Finalement, il rompt le silence. Il propose d'être son entraîneur. Minami cligne des yeux, confuse. Elle a toujours été l'athlète de la famille et elle a déjà des entraîneurs expérimentés. Son offre n'a aucun sens. Sans détourner le regard, Arata lâche qu'il sait qu'elle est blessée. Minami se raidit. Au début, elle refuse de lui faire face, mais se tourne ensuite rapidement et prétend être pleine d'énergie, niant que quelque chose ne va pas. Arata reste impassible. Il la fixe d'un regard neutre, affirmant qu'elle est une piètre menteuse. Il sait quand elle cache quelque chose. Il explique ensuite que l'un des domestiques l'a vu se bander la cheville plus tôt et l'a mentionné par inquiétude.
Il se demande à voix haute si sa blessure est la raison de son comportement étrange récent. Minami reste silencieuse. Bien que la blessure y soit pour quelque chose, elle sait que la vérité est plus profonde, des inquiétudes qu'elle ne peut pas encore exprimer. Il implore Minami de se faire aider ou du moins d'avoir quelqu'un à ses côtés pendant l'entraînement afin qu'elle ne risque pas de se blesser davantage. Pendant ce temps, Buka est dans sa chambre essayant de se détendre, mais ses pensées ne cessent de vagabonder. La confession de Kotono de la veille au soir persiste dans son esprit, fraîche et inattendue. Minami et Banri avaient essayé de la minimiser, la balayant comme quelque chose provoqué par trop de drames romantiques. Mais Seiya avait été rapide à écarter cette théorie. Malgré la jeunesse de Kotono, elle pourrait être sincèrement sérieuse quant à ses sentiments pour Erada. Les pensées de Buka reviennent à l'incident dans la salle de divertissement. Ses joues s'échauffent au souvenir, son cœur faisant un bond involontaire. De retour dans la salle d'entraînement, Erata aide Minami à faire quelques étirements lents. C'est sa façon de vérifier la gravité de sa blessure sans que ce soit trop évident. Minami, cependant, est visiblement agitée. Elle gémit et bouge, se plaignant que les étirements sont ennuyeux et semblent totalement inutiles. Erata lui jette un coup d'œil. Même si elle s'agite, il remarque à quel point elle a changé. Quand ils étaient enfants, lui et Minami étaient probablement les plus proches parmi les frères et sœurs. Ils s'étaient enfin liés par un amour partagé des jeux et de l'exercice physique. Il admirait son énergie et sa résilience, et c'est toujours le cas. Bien qu'étant la plus athlétique de leurs sœurs, Minami est aussi la plus mince et la plus belle de toutes. Sa beauté ne manque jamais d'attirer l'attention. Garçons et filles sont facilement séduits par elle. Erada essaie de repousser cette pensée, se réprimandant mentalement et demande plutôt si elle a parlé de sa blessure à son équipe. Minami semble mal à l'aise avant d'admettre qu'elle ne l'a pas fait. C'est difficile, explique-t-elle. Tout le monde attend une autre performance stellaire de sa part et elle ne veut pas les inquiéter ni ébranler leur confiance. Arata commence à la réprimander mais Minami l'interrompt rapidement, défendant sa décision. Elle dit qu'elle connaît les limites de l'équipe. Même si quelqu'un d'autre la remplace, la performance pourrait ne pas être assez forte pour gagner. Puis, d'une voix plus douce, elle admet qu'il y a quelqu'un pour qui elle veut gagner cette année. Cela, plus que tout, la pousse à continuer malgré la douleur. De sa place sur le tapis, elle essaie de rassurer Arata que la blessure est gérable. Tant qu'elle la surveille et n'en fait pas trop, elle devrait guérir à temps. Voyant sa sincérité, Arata cède, mais non sans la prévenir de ne pas se surmener. Il insiste également pour qu'elle se rende rapidement à l'hôpital et obtienne une évaluation appropriée. Si la blessure s'avère plus grave qu'il n'y paraît, cela pourrait compromettre son avenir dans le tennis. Ils échangent de leur place et Minami aide Erata à s'étirer cette fois. Elle remarque rapidement qu'il est plus raide que d'habitude, ayant du mal à toucher ses orteils. Avec un sourire, elle lui donne une petite poussée encourageante. Erata se fige, soudainement hyper conscient du contact. Il commence à se tourner, confus et troublé. Mais quand il regarde Minami, elle semble complètement inconsciente de ce qui vient de se passer, concentrée uniquement sur l'aide à lui donner pour bien s'étirer. Son expression est innocente, ses actions sincères, et cela le laisse trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Terminant leurs étirements, ils se disent bonne nuit et se séparent. Tandis qu'Erata marche dans le couloir vers la salle de bain, il aperçoit Kotono, debout, quelques pas devant. Son expression est difficile à lire, un mélange de désespoir et d'embarras. C'est la première fois qu'ils sont seuls ensemble depuis l'incident gênant dans la salle de bain, et Erada ressent instantanément la tension entre eux. Cependant, Kotono avait agi normalement pendant les repas ou même au parc d'attractions, lui faisant penser qu'elle allait vraiment bien. Il réalise que, comparé aux autres, il a passé beaucoup moins de temps avec Kotono dernièrement. Ne sachant que dire ni comment apaiser son malaise, il passe devant elle mais lui conseille doucement d'aller se coucher et de se réchauffer car l'air nocturne devient plus froid. Mais alors, Kotono rassemble son courage et demande doucement s'il vient d'être avec Minami. La question le prend au dépourvu. Il marque une pause, incertain de ce qu'elle veut dire, avant d'admettre nonchalamment que oui, il venait d'être avec Minami, il s'entraînait simplement. Il plisse ensuite les yeux et demande si quelque chose la tracasse, se demandant si elle est aussi au courant et inquiète de la blessure de Minami. Kotono nie hâtivement toute raison particulière, trébuchant sur ses mots avant de s'excuser et de se dépêcher de retourner dans sa chambre. Le jour de la compétition de tennis arrive, Minami se tient sur le court, les nerfs et la détermination se livrent en bataille dans sa poitrine tandis que la foule l'acclame. Son esprit revit les heures d'entraînement acharnées qu'elle avait endurées au fil des ans. Le tennis ne lui avait jamais été facile. Sans Hinata, elle aurait pu détester complètement ce sport. Mais Hinata avait été son ancre, son inspiration, et aujourd'hui, Minami joue pour elle. Elle ne sait pas comment exprimer sa gratitude, alors à la place, elle met tout dans sa performance. Avec un service puissant, elle assure une victoire, offrant à son école une place en finale. Ses coéquipières l'entourent, célébrant la victoire. Quand Hinata appelle tout le monde à retourner au bus, elle offre à Minami un sourire fier et la remercie d'avoir mené l'équipe si loin. Minami rayonne en retour, attribuant humblement le mérite à toute l'équipe. Les autres filles conviennent que le match final de Someday sera son moment. Alors que le groupe se dirige vers le bus, Minami s'attarde. Son pied élance douloureusement à chaque pas, la blessure s'intensifiant plus que jamais. Hinata remarque la démarche forcée de Minami, mais ne dit rien, son expression indéchiffrable. Plus tard ce soir-là, Minami rentre chez elle sous un chœur de félicitations. Elle et Erada se dirigent vers la salle d'entraînement pour quelques étirements légers afin de maintenir son pied en bon état.
Minami raconte avec enthousiasme à Erada que son entraîneur a enfin évalué sa blessure et a promis de faire venir quelqu'un de plus spécialisé pour l'aider à récupérer. Erada se sent soulagé, c'est un réconfort de savoir que Minami l'avait écouté et était maintenant entre de bonnes mains. Satisfait, il la laisse terminer le reste de sa routine et retourne tranquillement dans sa chambre. Là, il replace sur l'étagère le guide d'étirement qu'il utilisait pour elle. Le matin de la finale, Erata trouve Banri à la table à manger, mangeant un bol de céréales. Elle est à peine habillée et même si elle est techniquement vêtue, ses sous-vêtements sont clairement visibles. Alors qu'il commence à manger, il remarque que le petit déjeuner de Banri est inhabituellement léger. Elle explique que cela fait partie d'un nouveau régime alimentaire. Erada lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter, elle n'a pas l'air en surpoids du tout. Banri sourit, taquinant que si jamais elle prend du poids, elle comptera sur Erata pour l'aider à retrouver la forme puisqu'il est l'homme fort de la maison. Changeant de sujet, Erata demande où est Minami, mais aujourd'hui étant le grand match, il suppose de tous deux qu'elle doit être déjà partie. Mais quand Seiya entre et mentionne que les chaussures de tennis et l'équipement de Minami sont toujours intacts à l'entrée, une vague de confusion et d'inquiétude les submerge. Quand Uka et Kotono entrent dans la salle à manger, ils demandent s'ils ont vu Minami, mais aucune ne l'a vue. Même Shiyun est désemparée. Il devient clair que Minami est introuvable et elle n'est pas non plus au match. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, la famille arrive à une seule conclusion, inquiétante. Minami est introuvable et avec son équipement de tennis toujours intact près de l'entrée, il est peu probable qu'elle soit allée à la compétition. L'anxiété se répand parmi eux alors qu'ils essaient de trouver où elle aurait pu aller. Mais avant que quiconque ne puisse suggérer un plan, la porte d'entrée s'ouvre et Minami entre comme si de rien n'était. Elle salue tout le monde avec désinvolture, tenant un sac de supérettes dans une main. Tout le monde la regarde avec incrédulité. Elle ajoute que les supporters n'ont pas besoin d'arriver super tôt, balayant la confusion, alors qu'elle monte les escaliers. Quelques instants plus tard, sa porte se ferme doucement derrière elle. La famille reste là, ne sachant que penser. Même Shiyun, son jumeau biologique, semble tout aussi confus. Si quelqu'un pouvait lire les humeurs de Minami, ce serait lui. Inquiet, Erata décide d'aller la voir. Il entre discrètement dans sa chambre et est accueilli par la vue de Minami, allongée sur son lit, mangeant des chips et lisant un manga. Elle lève les yeux et le salue joyeusement, complètement à l'aise. Erata s'assied à côté d'elle, essayant de deviner si elle masque ses émotions. Il l'interroge sur la compétition et sa raison de rester à la maison. Minami explique qu'Hinata avait remarqué qu'elle avait du mal avec son pied lors du dernier match et lui avait dit de se reposer pendant la finale. Hinata craignait que la laisser continuer à jouer n'aggrave sa blessure et ne nuise à ses perspectives à long terme dans le tennis. Elle dit tout cela calmement, balayant la déception. Elle plaisante même en disant qu'elle aurait probablement perdu de toute façon. Bien qu'elle semble indifférente, Erata n'est pas convaincue. Il quitte sa chambre discrètement, mais s'arrête juste devant sa porte, tiraillé. Quelque chose ne va pas. C'est alors que Shi le trouve dans le couloir et l'invite dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, Shi-hyun partage quelque chose qu'il gardait pour lui. Il a vu Minami dans la cour tôt ce matin-là. Elle pleurait, sanglotant fortement en étant retirée de la liste des joueurs. Elle ne s'approcha même pas d'elle, sachant que Minami déteste montrer sa vulnérabilité. Il explique qu'elle cache toujours ses émotions car elle ne veut pas inquiéter les gens. Écoutez cela, Erata ne hésite pas. Il rentre dans la chambre de Minami, prend sa main et la traîne dehors où la famille attend près du camion. Banri, bien que nerveuse, propose de conduire malgré son manque d'expérience. Il reste 22 minutes avant le début du match, ils n'ont d'autre choix que de se rendre au concours dans le camion familial. Dans la tension de la famille dans le camion, Manami est perdue dans ses pensées. Elle se souvient de la conversation avec son entraîneur qui lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas participer. Hinata était devant elle, encourageant doucement à se reposer, à penser à l'avenir. Initialement, Minami refusait de céder la place au match de championnat. Malgré son blessure, elle insista pour jouer, avouant vouloir gagner pour Hinata. C'est grâce à Hinata qu'elle a retrouvé le plaisir du tennis. Sa voix tremble, mais sa conviction est forte. Ce tournoi signifie plus pour elle qu'une médaille. Touchée, Hinata court vers elle et l'enlace fermement, remerciant-la pour cette gentillesse. Mais la gratitude seule ne suffit pas à changer la décision. Minami est toujours sur le banc, risquant une blessure plus grave, jugée trop grande. Sortant de ses souvenirs, Erada parle. Il rappelle à Minami qu'elle doit promettre de se retirer si sa blessure empirait, si elle veut vraiment aller jusqu'au bout. Sa voix est ferme, pas par colère, mais par véritable inquiétude. Il ajoute qu'elle doit arrêter de mentir, de se mentir et aux autres. Elle n'est pas invincible et prétendre l'être ne servira personne. Les minutes passent, le match de championnat a déjà commencé et l'équipe de Manami est à la dérive. Bien qu'à quelques minutes du stade sportif, la famille est coincée dans le trafic, la tension dans le véhicule monte rapidement, ils perdent des minutes précieuses, la panique s'installe alors qu'ils réalisent d'Amand qu'ils pourraient ne pas arriver à temps. C'est alors qu'ils aperçoivent une rangée de vélos de location le long du trottoir. Seiya révèle rapidement qu'elle a un compte, souvent utilisé pour des courses et des achats. Sans hésitation, Erata emprunte son téléphone, attrape Minami et court vers les vélos. Elle lui jette même sa sacoche de tennis et crie des encouragements à Erata pour qu'il arrive à temps pour son match. Arata monte sur le vélo, Manami s'accroche derrière lui et ils foncent vers le stade.
À l'intérieur du stade, la rencontre en double se termine par une cuisante défaite pour l'équipe de Manami. Les deux burles qui viennent de jouer descendent du terrain, souhaitant bonne chance à Hinata pour le match en simple. Le poids du championnat repose maintenant sur Hinata et un autre membre de l'équipe. En même temps, Arata pousse avec toute la force qu'il a, la détermination brûlant dans ses jambes. Manami le serre fermement, sentant le vent souffler sur elle. Elle se demande pourquoi tout le monde fait tout pour l'aider. Arata ne répond pas immédiatement, sa respiration est lourde, laborieuse du fait de l'effort. Mais après un moment, il parle, il lui rappelle une mère de particulier années plus tôt. Tous les autres avaient écrit quelque chose de triste sur leur mère disparue et Minami avait écrit quelque chose de différent. Dans sa note, elle avait dit que même si leur mère était partie, elle était reconnaissante de voir ses frères et sœurs se rapprocher. Cette positivité, Arata dit, avait resté avec lui. Il lui dit que son optimisme avait toujours été un pilier pour leur famille. Depuis qu'ils étaient enfants, elle avait été celle qui souriait malgré la douleur, celle qui se relevait chaque fois qu'elle tombait. Elle peut ne pas être la plus intelligente, il l'admet, mais elle est la personne la plus travailleuse qu'il connaisse et il l'a toujours admirée pour ça. C'est pourquoi il l'aide maintenant. Il espère que sa détermination paiera enfin, mais il lui fait promettre encore une fois d'être prudente. Cela ne concerne pas seulement le tennis, mais aussi son avenir. Manami l'enlace un peu plus étroitement, sa voix douce lorsqu'elle promet d'être prudente. À nouveau au stade, les matchs individuels sont déjà en cours. Hinata se tient sur le terrain, combattant avec tout ce qu'elle a de reste. La pression est immense, mais elle parvient à remporter une victoire spectaculaire, ramenant son équipe dans la course. Rétablit l'espoir, le dernier et le plus crucial match est laissé à l'élève le plus nerveux de l'équipe. Manami court vers le terrain, son cœur battant d'urgence, son équipe est déjà rassemblée, prête à genoux si cela signifie récupérer sa place. Mais avant qu'elle puisse parler, Arata s'avance et se courbe profondément devant ses camarades. Le geste est soudain et sincère. Il supplie Hinata et l'entraîneur de considérer laisser Manami jouer. Il explique qu'elle a promis d'être prudente, qu'elle sait les risques, mais qu'elle désire désespérément cette chance. Elle a travaillé dur et plus que tout, elle veut gagner. Touchée par les actions de son frère, Manami se courbe également, sa voix ferme lorsqu'elle répète la requête. C'est tout ce qu'elle demande, une seule chance de se tenir sur le terrain et de combattre. Hinata, observant les deux, se tourne vers l'entraîneur et échoue leur requête. L'entraîneur examine attentivement Manami, ses yeux se fronçant en pensée. Finalement, il lui permet de jouer. La famille Shionji arrive près du stade. Arata s'écarte pour appeler Banri, mettant à jour les nouvelles. Alors que Manami s'approche du terrain pour recevoir le service, une vague subite d'anxiété l'envahit. Le poids des espoirs de ses camarades, ses propres attentes et la douleur persistante dans sa jambe la compriment simultanément. La pression de la victoire est accablante, mais elle la surmonte. Elle hoche la tête, criant son nom depuis le bord du terrain. Elle jette un coup d'œil et voit ses frères et sœurs agiter les mains, crier avec toute leur force. Sa poitrine se serre, mais cette fois-ci avec gratitude. Elle sourit, ses nerfs commençant à se calmer. Elle voit Arata chanter quelques rangées plus loin, regardant silencieusement. Prenant une grande inspiration, elle se stabilise alors que son adversaire serre. Elle bouge sans hésitation, son corps léger, poussé par plus que la compétition. Ce match n'est plus seulement pour Hinata, c'est pour tous ceux qui l'ont soutenu, poussé en avant et porté. Malgré les odes, Manami joue avec une détermination farouche. Elle marque bien, se déplaçant rapidement sur le terrain, sa stratégie étant acérée. Pour un moment, il semble qu'elle pourrait vraiment gagner, mais sa résistance commence à faiblir et son adversaire la rattrape. Finalement, Manami perd. À l'ère d'attente de l'autobus, son équipe se rassemble avec des larmes dans les yeux. Hinata essaie de consoler tout le monde, mais Manami s'avance en premier, essuyant ses propres yeux avec une main tremblante. Elle force un sourire, tentant de rendre la situation légère avec une excuse idiote pour la défaite, mais l'acte ne dure pas, sa masque glisse. Avec la tête baissée, elle s'excuse sincèrement, accusant elle-même d'avoir déçu l'équipe. Elle dit même à Hinata de la frapper pour être assez stupide de vouloir jouer. Au lieu de cela, Hinata s'approche silencieusement et se courbe profondément vers elle. Elle remercie Manami pour tout, pour son talent, son cœur et son esprit indéfectible. Elle dit que Manami est la lumière de l'équipe, pas seulement pour ses compétences, mais pour le bonheur qu'elle apporte à chaque match. Refuser de lui permettre de jouer aurait été une erreur réelle. Le reste de l'équipe regarde l'échange avec des sourires chaleureux et des larmes. Personne ne blâme Manami, sa présence seule comptait tout. En même temps, la famille Shionji attend près du parking. On parle que Manami pourrait retourner à l'école avec ses camarades, mais personne n'est pressé de partir. Ils décident que de patienter un peu plus, juste au cas où elle aurait besoin d'eux. Dans le camion, les frères Shionji discutent de l'après-match. D'autres, comme Uka, sont beaucoup plus en colère. Elle exprime sa frustration, plaçant la faute sur la blessure de Manami, le rush de dernière minute vers le stade et même la décision de la laisser jouer. En même temps, Arata se promène, laissant le bruit du camion derrière lui. Après quelques minutes de recherche, il remarque Manami assise seule sur un banc, dans la partie calme et arborée du stade. Elle semble distante, son regard fixé quelque part au-delà des arbres. Sa posture est raide, ses épaules rentrées par l'épuisement ou la résignation. Quand il s'approche, il prévoit de lui rappeler que tout le monde attend pour rentrer et manger, mais il s'arrête quand il voit l'air lointain dans ses yeux. Elle semble perdue dans ses pensées et quand elle finit par l'acknowledger, il y a un sourire fatigué sur son visage, celui qui clairement dit qu'elle porte le poids de la déception. Manami admet à elle-même qu'elle est perdue. Elle réfléchit à l'effort qu'il a fallu à tout le monde pour la ramener ici et ressent la douleur de l'avoir déçue.
Son corps encore douloureux de la partie, la douleur dans sa jambe est un rappel des risques qu'elle a tenté de défier. Bien que ses camarades l'aient remerciée, elle ne peut pas chasser le sentiment qu'ils auraient dû être en colère plus tôt. Leur gentillesse lui semble injustifiée et elle aurait préféré qu'ils la blâment. Un sentiment de dégoût envers elle-même commence à monter. Elle se moque silencieusement d'elle-même, pensant peut-être qu'elle commence à détester qui elle est. Beaucoup de gens ont dit qu'ils l'admiraient et pourtant, elle pense qu'elle leur a donné encore plus de raisons d'être déçue. Mais quelque chose change. Elle se souvient qu'elle avait presque hésité à venir, qu'elle aurait pu rester au lit et manquer complètement cette chance. La gratitude prend le dessus. Elle remercie Errata pour l'avoir obligée à se lever, pour lui avoir donné la chance de concourir, même si cela s'est terminé par une défaite. Au moins, c'était quelque chose qu'elle avait besoin. Ne pas jouer aurait laissé une plus grande regret. Elle se relève et commence à marcher, convaincue de se concentrer sur quelque chose de plus simple, comme les viennoiseries qu'elle croit attendre chez elle. Avant qu'elle ne puisse aller loin, Errata l'appelle et la tire dans un étreinte. Il la serre fermement, lui rappelant qu'elle n'a pas besoin de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, qu'il est ok de se sentir frustrée, qu'il est ok de pleurer, et ainsi, elle finit par céder. Ses larmes coulent sans retenue alors qu'elle se cramponne à lui. Elle avoue, silencieusement et amèrement, combien elle déteste perdre. C'est un sentiment qu'elle ne veut jamais ressentir à nouveau. Mais l'incertitude trouble son cœur. Elle se demande si l'effort et la pratique seront suffisants pour garantir qu'elle ne devra plus jamais ressentir cela. Ses sanglots s'intensifient, son torse se soulève sous le poids de ses sentiments. Errata reste immobile, la soutenant tout au long. Il ne dit rien d'abord, mais l'assure qu'elle grandit et qu'elle se renforcera avec le temps. Pendant une douche tardive, Minami revient à la mémoire du moment où Errata s'est courbée devant ses camarades, implorant qu'ils la laissent là jouer. Cette mémoire plane sur ses pensées, le poids de cela plus lourd maintenant que les émotions se sont calmées. Elle se souvient aussi comment il l'a trouvée après le match, l'a soutenue quand elle a pleuré et est restée avec elle jusqu'à ce que ses larmes aient fini. C'était le moment le plus vulnérable qu'elle a jamais connu, et pourtant, c'était Errata qui était à ses côtés sans jugement. Il est difficile pour elle de l'oublier. Dans la salle de séjour, le reste de la maison est assis autour, encore en train de se détendre après la journée. Lucas, cependant, reste visiblement perturbé. Des jours ont passé depuis le concours, mais la douleur du match reste comme une ombre indélébile. Elle exprime à nouveau ses frustrations, se plaignant du résultat et de sa cruauté. Arata, assis à côté, essaie de la raisonner. Il lui dit que le résultat du match ne compte plus. Ce qui compte maintenant, c'est comment Minami a ressenti de jouer. Son commentaire agace davantage Uka. Quand Minami entre enfin dans la pièce, Uka l'intercepte rapidement, essayant de la convaincre qu'elle avait en réalité gagné le match. Mais Minami lui dit simplement qu'il ne compte plus. Elle ne se sent plus que les résultats définissent quoi que ce soit. Uka se crispe, manifestement insatisfaite. Minami remarque cela et essaie d'expliquer. Elle rappelle à Uka que les erreurs font partie de chaque compétition, et malgré la bataille rude, elle se sent reconnaissante que sa blessure n'a pas empiré. Elle avait une chance de concourir, ce qui seul était suffisant pour elle. Alors que le reste de la maison commence à taquiner Uka pour sa réaction excessive, Manami s'assoit à côté d'Errata. Il lui demande s'il a réussi à chauffer correctement pendant sa douche, sachant que les nuits sont devenues froides récemment. Sa préoccupation la fait rougir légèrement, mal préparée pour cette petite gentillesse. Encore perturbée par le match, Oka annonce qu'elle prouvera que le tir de Manami était en fait dans les limites. Elle attrape la balle de Melzikil et commence à reconstituer la scène. Melzikil, prenant la démonstration pour un jeu, danse autour d'elle, prête à bondir dès que la balle sera lancée. Dans sa frustration, Uka finit par lancer la balle vers Manami. Arata réagit instantanément, la rattrapant avant qu'elle ne l'atteigne et stabilisant Manami au cas où il aurait raté. Manami se trouve momentanément stupéfaite par le contact, pas habituée à se sentir protégée, surtout par lui. Mais comme le moment s'étire, Manami commence à considérer comment les autres filles ont admis ouvertement aimer Arata à un moment ou un autre. Peut-être que ses sentiments ne sont pas si étranges après tout. Elle trouve du réconfort dans l'idée que ce qu'elle ressent n'est pas bizarre ou déplacé. Elle sourit discrètement, rassurée par le fait que ses émotions sont en réalité parfaitement normales. Plus tard ce soir, Kotona est seule dans sa chambre, parcourant son téléphone avant de s'installer pour dormir. Son esprit se détourne soudainement de sa confession de quelques nuits plus tôt. Elle a parlé du cœur, mais maintenant elle se demande pourquoi elle a dit ces choses audacieuses à des personnes qu'elle aime. Un coup frappe interrompt ses pensées. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve Uka debout là. Uka demande si elle peut entrer pour parler. Inconnus de la maison, elles sont sur le point de s'affronter en privé. Uka entre, elle jette un coup d'œil autour et prend un moment pour admirer la décoration adorable de la chambre de Kotono. Kotona, toujours confuse, décide de demander ce qui tourmente Uka. Uka avoue qu'elle voulait parler de sa déclaration lorsqu'elle a affirmé que toutes les filles étaient ses rivales pour l'amour d'Errata. Elle explique qu'elle veut mieux comprendre Kotomana. Durant la confrontation précédente, Kotomana avait semblé prise au piège et Yuka avoue qu'elle se sent en partie responsable. Elle veut que Kotomana se sente en sécurité pour ouvrir à son sujet afin d'éviter de futurs malentendus. Kotomana écoute silencieusement avant d'intervenir, sa voix douce mais ferme. Elle dit qu'elle sait déjà que Uka a des sentiments pour Errata. Minami avait accidentellement partagé un message une fois, révélant qu'elle avait vu Uka avouer à Errata. Kotono avoue également qu'elle avait vu tout ce qui s'était passé entre Oka et Errata dans la salle de jeu le jour précédent. Oka se raidit à la mémoire, ses joues rougissent, mortifiées. Elle bafouille, demandant comment Kotono connaissait cela.
Kotono, aussi embarrassée, avoue qu'elle avait été cachée dans le placard à ce moment-là. Son visage rosit encore plus lorsqu'elle évite le regard d'Uka. Voyant le regard brut de Kotono, Uka inspire et clarifie. Elle explique qu'au parc d'attractions, elle avait dit à Arata qu'elle l'aimait, mais seulement comme une sœur. Et c'est probablement tout ce qu'il voit en elle aussi. Quant à ce qu'Oka avait vu dans la salle de jeu, elle insiste qu'il s'agissait d'un accident. Rien de romantique n'est arrivé, bien que cela puisse paraître. Les yeux d'Oka s'éclairent à ces mots. Elle demande à nouveau, espiègle presque enfantine, si Oka ne ressent pas de sentiments romantiques pour Erata. Oka hésite juste un moment avant de confirmer qu'elle ne le fait pas. La joie illumine le visage d'Oka lorsqu'elle s'excuse. Elle avait sauté à la conclusion et maintenant elle se sent coupable de mal juger Oka. Oka accepte l'excuse avec un petit sourire, mais ses yeux restent distants. Une fois les choses apaisées, Oka quitte silencieusement la pièce. Elle pense à Erata et à son sourire, à la façon dont cela la rend triste, et se demande si ce qu'elle a dit à Kotono était vraiment la vérité complète. Enlevant une de ses liasses de cheveux, elle se dirige vers les bains, prête à être seule. Quelques jours plus tard, Banri est désespérée de trouver un compagnon pour aller à l'école la nuit. Elle demande à Seiya et Oka si elles peuvent l'accompagner, mais elle refuse, citant d'autres projets. Devant aucune autre option, Banri attend anxieusement que Kotono ou Manami rentrent. Au lieu de cela, elle remarque Arata entrer par la porte. Sans perdre une seconde, elle court vers lui, l'excitation dans sa voix lorsqu'elle lui demande un service. Avant qu'il ne sache ce qui se passe, Arata se retrouve devant l'école de Banri la nuit avec Banri à ses côtés. Ils ont glissé discrètement entre les gardiens car ils n'étaient pas autorisés à entrer à cette heure. Et ils se demandent maintenant la raison de cette mission soudaine. Ils demandent pourquoi elle ne pouvait pas simplement demander à ses amis de l'école. Banri gronde que tous étaient occupés et avait refusé. Erata la suit dans les couloirs sombres. Alors qu'il marche, il comprend finalement la raison de son insistance. Banri avait laissé quelque chose derrière. Et étant donné le silence étrange du lieu, il est clair que ce qui l'avait empêché de le récupérer seul était sa peur des fantômes. L'instant où Banri entend le mot fantôme, un frissonnement visible traverse son corps. Elle se souvient de toutes les histoires partagées par ses camarades de classe, des comptes rendus de fantômes errants dans les couloirs des hôpitaux et des murmures résonnant dans les salles vides. Chaque fois qu'elle entendait, son anxiété augmentait et l'idée de travailler la nuit durant son stage devenait insupportable. Alors qu'il continue de marcher dans l'école silencieuse, Hirata est curieux. Il se demande pourquoi elle avait choisi de devenir infirmière si elle ne pouvait pas gérer les parties sombres du travail. Mais lorsqu'il demande, Banri ne répond pas. Sa silence parle de lui-même et il décide de ne pas insister. Au lieu de cela, il avance devant elle, déterminé à aider à trouver l'objet qu'elle venait chercher pour pouvoir partir le plus vite possible. De son côté, à la maison, Luka a du mal à se concentrer sur ses études. Elle décide de prendre une pause en regardant des vidéos sur son téléphone, son attention immédiatement attirée par une montagne. Dans les couloirs de l'école, les miroirs de Banri commencent à se défaire une nouvelle fois. Le hurlement lointain du vent frappant les fenêtres devient une symphonie terrifiante pour sa croissance de peur. Elle se rapproche inconsciemment d'Erata, se cramponnant à son bras comme si c'était sa ligne de vie. Sa prise se resserre à chaque pas, rendant Erata visiblement inconfortable, bien qu'il ne tente pas de la repousser trop fortement. Lorsqu'elle suggère silencieusement qu'il parle ou chante pour la distraire, Hirata la hait rapidement. Ils avaient déjà pris un risque en s'infiltrant dans l'école la nuit et tout bruit inutile pourrait les faire attraper. Un bruit soudain dans le couloir les fait réagir. Hirata couvre rapidement la bouche de Banri et la pousse dans un coin sombre, les pressant contre eux-mèches pour éviter d'être découverts. Les pas du gardien échouent de près d'eux mais finissent par s'estomper après qu'il ait passé devant eux. Seul lorsque le danger est passé, Hirata la libère. Banri se lève rapidement, repoussant ses vêtements, les joues rosies par l'embarras. Hirata reste immobile, frappée par la réalisation de combien Banri se sent maintenant différente de son enfance. La douceur de son corps est certainement différente de quand ils jouaient ensemble. Banri, de son côté, repousse le moment et encourage Hirata à bouger. Ils atteignent sa salle de club à la fin du couloir et elle allume les lumières sans hésitation. La pièce est rangée et bien entretenue, un contraste saisissant avec les salles de club typiquement sales qu'il est habitué à voir. Elle se dirige droit vers l'une des étagères et récupère un petit chat en peluche moitié fini, son tissage encore flou dans certains endroits. Il est évident qu'elle y a mis beaucoup de soin, c'était la raison de sa venue, quelque chose qu'elle ne pouvait laisser inachevé. Hirata ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à la peluche de chat à moitié terminée dans les mains de Banri. Il se demande pourquoi elle s'est donné tant de mal pour ça, surtout en s'introduisant dans l'école si tard dans la nuit. La poupée, dit-elle, est un cadeau destiné à l'un des enfants du service de pédiatrie qu'elle doit visiter. Lors d'une visite à l'hôpital où elle doit faire son stage, elle avait remarqué de nombreux enfants jouant ensemble, mais quelques-uns restaient à l'écart, sans participer. Certains étaient timides, d'autres simplement effrayés, s'adaptant à cet environnement stérile et inconnu. Des élèves plus âgés de son école avaient apporté des jouets, des jeux et des sourires chaleureux. Les voir arracher doucement des rires et de la joie aux enfants avait profondément touché Banri. Cela lui a donné un sens à sa vie. Elle voulait être quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pourrait apporter du réconfort dans un endroit rempli d'inquiétude. Chaque enfant recevra un petit cadeau et Banri s'est porté volontaire pour en faire un de plus, afin que personne ne se sente exclu.
C'est un geste simple mais qui représente tout pour elle. Elle avoue que son rêve a toujours été de faire sourire les enfants. Ce rêve, dit-elle, découle d'un souvenir enfoui au plus profond de son enfance. Étant l'aînée, elle accompagnait souvent leur père à l'hôpital pour rendre visite à leur mère. Ces voyages, bien que rares, étaient les moments les plus lumineux de sa jeunesse. Mais quitter l'hôpital était toujours douloureux. Parfois, elle restait en arrière et pleurait dans un coin, submergée par la solitude et la peur. Un jour, une infirmière l'a trouvée, s'accroupissant doucement à côté d'elle et lui offrant de doux mots de réconfort. Cette gentillesse a laissé une impression durable sur Banri, plantant la graine de son désir de devenir infirmière. Alors qu'il marche vers la sortie, Arata écoute attentivement. Il y a une douceur dans son regard alors qu'il lui dit qu'elle aurait dû partager tout cela plus tôt. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Banri, les joues légèrement rougies, dissipe son hésitation, la mettant sur le compte de sa nervosité à propos de la peluche. Puis, avec une lueur espiègle dans les yeux, elle lui rappelle leur proximité gênante plus tôt dans la soirée, le taquinant qu'il avait eu toute une expérience. Prise au dépourvu par son audace, Arata accélère le pas, essayant d'ignorer la chaleur qui monte à son visage. Banri rit et se dépêche de le rattraper, ne voulant pas être laissé seul dans l'école assombrie. Le lendemain, le service de pédiatrie est rempli du son des rires d'enfants. Il serre les poupées que Banri a fabriquées, ravi des cadeaux. Banri prend une photo avec les enfants et l'envoie à Arata avec un court message de remerciement. Elle n'aurait pas terminé à temps sans son aide. Quelques jours plus tard, Uka regarde ses notes d'examen alors que les résultats de l'examen blanc sont distribués. Ses camarades de classe envahissent son bureau, la félicitant et insistant sur le fait qu'elle a dû encore une fois obtenir les meilleurs scores. Uka sourit et hoche la tête, maintenant l'illusion. Une fois seule, elle s'assied et jette un coup d'œil à sa copie. Un grand D la fixe en retour. Le samedi matin, Arata l'aperçoit près de la porte d'entrée portant un grand sac. Il lui demande où elle va. Elle répond simplement qu'elle va à Yamanashi et s'en va. Arata reste là, surpris par sa brusquerie, mais il se dit qu'elle a probablement juste besoin d'une pause. Avec toute la tension qui règne ces derniers temps et le lundi étant férié, il est logique qu'elle veuille un peu de temps seule. Il laisse tomber et continue sa journée et le reste de la maisonnée fait de même. Mais quand le mardi arrive et Kuka n'est toujours pas revenu, une inquiétude silencieuse commence à s'installer. Le mardi matin, Banri, Seiha, Minami, Kotono se tiennent sur le quai de la gare attendant l'arrivée du train. Le groupe attire une attention discrète, les gens remarquent que quelque chose ne va pas. L'absence d'Uka, habituellement le centre du groupe, est manifeste. Elle leur avait envoyé un message la veille au soir, informant sa famille qu'elle ne retournerait pas encore à l'école. Mais après cela, il n'y a eu aucun autre contact. Le manque de communication rend les filles mal à l'aise. Sans autre moyen de la joindre, elles sont laissées à attendre et à s'inquiéter. À l'école, les camarades de classe d'Uka approchent Arata pendant la pause. Ils lui demandent s'il sait quelque chose de sa disparition soudaine, inquiet car Uka manque rarement les cours, encore moins sans raison claire. Arata admet qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe. Elle ne lui avait rien dit, ni au reste de la maisonnée. Il essaie de ne pas le montrer, mais l'incertitude le ronge. Il se demande si Uka leur cache quelque chose. Plus que tout, il souhaite qu'elle leur parle au lieu de se fermer à tout le monde. Loin de chez elle, Uka se détend dans une source chaude. La vapeur monte autour d'elle alors qu'elle se penche en arrière dans l'eau momentanément en paix. Quand elle a fini, elle marche vers la gare locale. Mais une fois arrivée, elle s'arrête net. Au lieu de monter, elle fait demi-tour et repart. De retour à la maison, le reste du groupe s'est réuni dans le salon. La tension est palpable. Malgré sa promesse de revenir mardi, Uka n'a contacté personne de toute la journée. Seiha est la première à exprimer ce que les autres pensent. Elle trouve toute cette affaire suspecte. Uka est normalement la plus prudente de toutes, surtout en ce qui concerne sa réputation. Rester absente un jour de plus ne ferait que nuire à l'image parfaite qu'elle s'est efforcée de construire. Soudain, Seiya s'en prend à Arata, frustré que même lui n'ait pas pu joindre Uka. Son éclat soudain choque les autres. Seiya, connu pour son calme et son sang-froid, élève rarement la voix. La pièce tombe dans le silence jusqu'à ce que Banri entre en hâte, son téléphone à la main. Avec un air inquiet sur le visage, elle s'exclame qu'elle a réussi à localiser Uka. Le signal de son téléphone la situe quelque part à Meifuji. La révélation envoie une vague de panique parmi les filles. La première pensée qui leur vient à l'esprit est Aokigahara, la forêt tristement célèbre près de la montagne. Shiyun intervient, essayant de calmer tout le monde avant que l'inquiétude ne s'aggrave. Banri essaie de se calmer, mais son inquiétude est évidente. Ses tentatives de rester calme échouent, alors qu'elle devient de plus en plus maladroite, révélant à quel point elle est vraiment anxieuse. Pendant ce temps, Arata se tient seule, ruminant la situation dans son esprit. De retour à Yamanashi, Uka remonte un sentier tranquille vers l'auberge où elle avait séjourné. La vieille femme qui tient l'auberge la voit revenir et s'approche. Uka lui dit qu'elle a décidé de rester une nuit de plus. La femme, gentiment et sans poser de questions, l'assure qu'il y a encore des chambres disponibles, même après son départ. Uka admet doucement qu'il y a quelque chose qu'elle veut voir au mont Fuji. L'aubergiste interprète mal ces mots, souriant chaleureusement en supposant qu'Uka doit chasser le lever du soleil. Ayant atteint ses limites face à l'absence prolongée et au silence d'Uka, Arata prend une décision ferme. Il rassemble rapidement ses affaires et annonce au reste de la maisonnée qu'il se dirige vers le mont Fuji. Il a l'intention de ramener Uka, espérons-le à temps pour l'école demain. Banri essaie de l'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse le convaincre, Seiya s'avance, l'expression sérieuse, et lui dit de ramener Uka à la maison pour elle. Sans plus d'arguments, Arata monte dans un bus et commence le long trajet vers la montagne.
Il atteint finalement la 5e station, le point de dépose le plus proche du bus express avant que l'ascension ne commence. De là, le sentier menant au mont Fuji s'étend devant lui. Il appelle immédiatement Bandry pour vérifier la localisation GPS du câble. Bandry, déjà collé à son téléphone toute la journée, confirme que le signal n'a pas bougé. C'est toujours dans la même zone, mais ce n'est ni dans une zone résidentielle, ni sur une route principale. C'est quelque part à l'écart, hors carte. En entendant cela, Arata en conclut qu'Uka doit séjourner dans un refuge ou une auberge isolée sur la montagne elle-même. Sans hésiter, il commence l'ascension. Alors qu'il marche sur le sentier, l'air froid mordant son visage, Arata ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Il ne comprend toujours pas pourquoi elle est venue ici. De retour à la maison, Minami fait défiler son téléphone, vérifiant la distance entre leur région et le mont Fuji. La distance ne fait qu'accroître son inquiétude. Elle se dirige vers la cuisine pour boire un verre, ayant besoin d'une pause de ses pensées. Kotono la suit bientôt et la trouve. Discrètement, Kotono exprime ses craintes à propos d'Uka, mais aussi d'Arata qui la poursuit seule. Minami lui offre un sourire rassurant et dit à Kotono qu'Arata est physiquement capable de faire l'ascension sans danger. Pendant ce temps, Arata arrive enfin à l'auberge nichée sur le flanc de la montagne. Il ouvre la porte et est accueilli par une expression surprise, mais Arata hausse simplement les épaules et la salue comme s'il venait de sortir se promener. Uka, pas amusé, exige des réponses. Arata répond simplement qu'il est là pour la trouver, puis se tourne vers l'aubergiste pour dire qu'il passera la nuit. Comme il avait affirmé plus tôt qu'il était le frère d'Uka, l'aubergiste avait naturellement arrangé pour qu'ils partagent une chambre. Une fois dans la chambre, Arata réalise son erreur. Ils sont assis maladroitement aux côtés opposés des deux futons placés l'un à côté de l'autre, seuls pour la première fois depuis l'incident de la salle de jeu. Ses pensées sont interrompues quand Uka parle soudainement, lui demandant de garder la tête tournée pour qu'elle puisse se changer. Arata se raidit et reste exactement où il est, les yeux fixés droit devant. Après un instant, Uka annonce qu'elle a fini. Il tourne prudemment la tête, seulement pour la trouver déjà sous les couvertures, toujours tournée dans la direction opposée. Arata se lève pour éteindre la lumière, s'installant dans le futon, alors que la pièce s'assombrit autour d'eux. Ils mentionnent qu'ils rentreront demain, rappelant à Uka que son absence nuit à ses chances de gagner l'élection du président du conseil des élèves. Uka, toujours tourné loin de lui, ne bouge pas, acceptant son silence. Arata se tourne dans la direction opposée, essayant de s'installer pour la nuit. Après une longue pause, Uka prend enfin la parole, demandant si tout le monde à la maison est inquiet. Arata le confirme, mentionnant le comportement particulièrement étrange de Bandry. Elle avait même commencé à parler à une langue de patte comme si c'était Uka. Le silence s'étire à nouveau, avant qu'Uka ne commence à parler, sa voix plus douce maintenant. Elle se souvient comment leurs parents se sont rencontrés pour la première fois, étrangers sur le mont Fuji, réunis par les circonstances. Leur mère avait failli s'effondrer à cause du mal des montagnes et leur père avait proposé de l'aider à descendre la montagne. Enfant, Uka avait adoré cette histoire. Pour elle, c'était la preuve que les âmes sœurs existaient, deux personnes destinées à se rencontrer même dans les endroits les plus improbables. Elle se demande alors à voix haute s'il croit en l'idée des âmes sœurs, des personnes dont les vies sont liées dès la naissance. Sa voix porte une pointe d'hésitation lorsqu'elle se demande si certains d'entre eux, élevés sous le même toit, pourraient aussi être des âmes sœurs. Arata se redresse, surpris par la suggestion. L'idée est absurde, même inconfortable, mais Uka explique calmement son raisonnement. Elle ne comprend pas les sentiments de Kotono pour lui, c'était la seule explication qui avait du sens pour elle. Après un instant, Arata se rallonge. Il demande si Uka était venue au mont Fuji à la recherche de son âme sœur. Mais elle ne répond pas. Quand il se tourne pour la vérifier, il la trouve endormie, sa respiration régulière, de doux ronflements brisant le silence. Il fixe son dos un moment de plus. Bien qu'il ne comprenne pas entièrement ses actions, il sent que quelque chose a dû peser lourdement sur son cœur. Uka était toujours posée, toujours en contrôle. Pour qu'elle fasse un voyage aussi spontané et inhabituel, cela devait être sérieux. Doucement, il remonte sa couverture, couvrant la partie de son épaule qui s'était découverte. Il fait froid et elle pourrait attraper un rhume. Le matin arrive, Arata se réveille lentement et se tourne vers le côté d'Uka, prêt à lui dire qu'il est temps de rentrer. Mais le futon est vide, à la place d'Uka, une note est laissée indiquant qu'Uka était déjà rentrée chez elle. Arata soupire, frustré, il sait qu'elle ment. À ce moment-là, Uka grimpe plus haut sur les pentes de la montagne. L'air se raréfie, la pluie trempe ses vêtements, mais elle continue. Arata appelle Bandry, admettant qu'il l'a perdu de vue. Bandry vérifie le GPS d'Uka. La localisation n'a pas beaucoup changé, toujours quelque part sur le mont Fuji, confirmant le soupçon croissant d'Arata qu'Uka n'avait jamais eu l'intention de rentrer chez elle. Arata décide de se diriger vers le sommet du mont Fuji, espérant y trouver Uka. Pendant ce temps, les gardes de montagne commencent à remarquer la présence constante d'Uka dans la même zone depuis plusieurs jours. Ils notent qu'elle a fait l'ascension jusqu'au sommet et y est restée des heures chaque jour, un schéma inhabituel puisque la plupart des grimpeurs ne montent qu'une fois avant de redescendre. Alors que le temps commence à s'aggraver, plusieurs grimpeurs commencent à descendre la montagne. Uka, les regardant partir, décide qu'il est temps pour elle aussi de descendre. Un sentiment de déception sourde grandit dans sa poitrine alors qu'elle quitte le sommet, c'est pas lourd. Elle commence à se réprimander pour ses choix, incertaine de ce qu'elle avait espéré trouver ici. Absorbée par ses pensées, elle ne remarque pas à quel point le brouillard est devenu épais jusqu'à ce que le sentier devant elle soit à peine visible. Arata attend le long du sentier entre le sommet et la 5e station. D'après l'heure, Uka aurait déjà dû passer, mais il n'y a toujours aucun signe d'elle.
Le brouillard de plus en plus épais rend la visibilité difficile et l'inquiétude d'Arata ne fait que croître. Uka, maintenant pleinement consciente qu'elle est perdue, commence à scruter les environs à la recherche de repères familiers. Plutôt que de risquer de se perdre davantage en faisant demi-tour, elle choisit d'avancer, espérant que cela la ramènera au sentier. Alors qu'elle élève la voix pour appeler, elle fait un faux pas et glisse soudainement, dévalant une pente. Quand elle atterrit enfin, elle se retrouve loin en dessous du chemin, entourée de rochers et d'un terrain accidenté. Elle essaie de se lever, mais une douleur fulgurante traverse sa jambe. En regardant, elle réalise qu'elle est blessée par la chute. Il n'y a pas de sentier à proximité et de son emplacement actuel, il est peu probable que quelqu'un la trouve. Pendant ce temps, Arata retourne à l'auberge après avoir échoué à la repérer au sommet. Il suppose qu'Uka est peut-être rentrée avant lui, mais après vérification, l'aubergiste lui dit qu'elle n'est pas revenue. Réalisant que quelque chose ne va pas, Arata appelle Banri et lui demande de vérifier si Uka est toujours au mont Fuji. Banri répond que le téléphone d'Uka n'est plus couvert, ce qui confirme la crainte d'Arata que quelque chose lui soit arrivé en descendant. Quand Uka était plus jeune, peu après la mort de leur mère, leur père lui a donné une paire de boucles d'oreilles qui appartenaient autrefois à leur mère. Elle les avait transformées en élastiques à cheveux pour pouvoir les porter tous les jours. Après les avoir fixés dans ses cheveux, elle a demandé à son père comment il avait rencontré leur mère. Kaname lui a dit qu'il l'avait rencontrée sur le mont Fuji. Elle avait failli s'effondrer à cause du mal des montagnes, et il l'avait aidée à descendre la montagne. Uka avait écouté l'histoire attentivement. Pour elle, Kaname avait sonné comme un prince de conte de fées. Il lui avait tapoté la tête et dit qu'un jour, elle aussi rencontrerait son âme sœur. Uka s'éloigne brusquement du souvenir. La bruine du matin est devenue une forte averse. Elle a froid et faim, ayant fui plus tôt ce matin pour éviter d'être ramenée de force par Arata. Elle cherche à tâtons sa batterie externe seulement pour la trouver presque vide. La panique commence à s'installer. Si personne ne la trouve bientôt, elle pourrait ne pas s'en sortir. Elle repense au moment où son père leur a dit la vérité, que ses frères et sœurs n'étaient pas ses frères et sœurs de sang. Elle se demande si Arata avait remarqué son absence et s'il avait essayé de la chercher. Elle se réprimande pour tout. Comment elle ne cesse de causer des problèmes, comment elle se sent comme un fardeau. Ses yeux tombent sur le petit accessoire à cheveux dans sa main. Dans son état affaibli, elle le laisse tomber. Frénétiquement, elle le cherche à travers la brume, à peine capable de voir. Puis, une lueur attire son regard, un reflet de l'accessoire. Elle réalise que l'éclat provient d'une source de lumière. Elle lève les yeux sur la pente et trouve Arata debout là, son expression peu amusée. Il dit simplement qu'il l'a trouvée. Soudain, Uka imagine l'expression de son père le jour où il a rencontré sa mère sur cette même montagne.